Cette révolution IA, ce qu'elle nous prouve, c'est beaucoup plus une révolution d'usage que de techno. Il y a 90% des Français qui utilisent de l'IA tous les jours. Leurs deux cas d'usage principaux, faire des recherches sur ChatGPT et faire des mails. C'est exactement les deux cas d'usage que moi je déconseille de faire. Il y a un sujet IA qui va être énorme. Tu pourras plus pricer une prestade comme tu le priçais hier. C'est fini. La première chose quand on intègre de l'IA, déjà, c'est d'éviter les trop gros projets. On passe à côté de 80% de ce que c'est faire ChatGPT. Et donc, il faut commencer à bien apprendre à utiliser tous ces outils. Commencez par identifier toutes vos tâches de bureautique, les faire avec de l'IA. Et là, vous allez tous gagner 1h30 par jour. Les boîtes de services vont être transformées par l'IA. Si tu es bien outillé en IA, soit tu fais exploser tes marges, soit tu diminues les prix par rapport à tes concurrents et tu vas croître en volume. Aujourd'hui, on a une techno qui fait beaucoup rêver, dont on nous promet des choses incroyables, mais je pense qu'ils se trompent totalement. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Je suis aujourd'hui très bien accompagné comme à chaque fois avec Martin Pavanello. Comment tu vas ? Ça va super, merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'être là. Ça fait un moment qu'on avait envie de faire cet épisode. Tu as déjà pu intervenir aussi à l'une de nos immersions sur entrepreneurs.com. Tu as un superbe parcours. Il y a énormément de choses à raconter sur un sujet qui a le vent en poupe, qui est l'intelligence artificielle. On va en parler en long, en large au travers de ce parcours, au travers des actualités, au travers surtout de comment l'implémenter concrètement dans une entreprise et ce quelle qu'elle soit. Tu es cofondateur et CEO de Mysteria depuis octobre 2023, agence spécialisée dans l'intégration de l'IA générative. Vous avez pour objectif de démocratiser l'utilisation de l'intelligence artificielle générative auprès de tous les Français en faisant de l'IA un levier de compétitivité et de transformation pour les métiers et les entreprises. Vous comptez aujourd'hui plus de 25 000 personnes formées à l'IA en France, 250 sessions de formation par mois en entreprise, plus de 100 collaborateurs en seulement 2 ans, c'est assez exceptionnel. L'IA est sans doute le sujet le plus populaire, mais aussi peut-être un des plus mal compris aujourd'hui. On veut comprendre avec toi comment l'utiliser concrètement dans son business comme dans sa vie pour en faire un vrai levier de performance. Bienvenue Martin sur le Déclic. Merci beaucoup. Belle introduction, tu as déjà dit beaucoup de choses. Merci beaucoup, avec plaisir. Ça. Et il y a plein de choses à dire encore, crois-moi. Tu étais dans l'immobilier au départ, ouais. Et en quelques mois, tu es devenu l'un des visages IA en France, dans l'immobilier en particulier, mais pas que, les plus visibles, les plus connus. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce virage ? Ouais, ce virage, en fait, moi j'ai créé une première boîte dans l'immobilier quand j'étais à l'école, ce qui m'a fait d'ailleurs arrêter l'école avant d'avoir mon diplôme à la fin. Et on imaginait un peu comment monétiser cette base un peu qu'on avait créée. En fait, on a créé une newsletter dans l'immobilier qui s'adresse aux agents immobiliers, mandataires exactement, indépendants. Et 20 000, 30 000, 35 000 personnes suivaient. On faisait beaucoup de pubs, donc on monétisait comme ça. Et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de monétiser ? Et en fait, à ce moment-là, se croisent ces besoins de monétiser autrement l'entreprise, l'arrivée de l'IA. Donc, quand je me pose cette question, c'est 2 mois avant la sortie de ChatGPT. Donc, tu vois, tout ça était assez lié. Moi, j'avais fait un peu d'IA à l'école. J'ai fait un cursus business ingé. Donc, le besoin de monétiser, l'IA qui arrive. Deuxièmement, et on sentait aussi qu'il y avait, au-delà de l'IA qui arrivait, ce besoin d'être accompagné parce qu'on voyait que tout allait très 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 vite. Et le 4e point qui a fait la bascule aussi, c'est ce besoin de créer un peu une boîte un peu plus grosse. En fait, si tu veux, moi j'avais ce média immobilier, c'était une belle boîte qui gagnait beaucoup d'argent, qui existe d'ailleurs toujours, mais que tu ne peux pas scaler parce qu'on a 40 clients qui sont les 40 entreprises qui sont dans l'écosystème. Et donc, on se disait, c'est super, on est 2 avec mon associé, la boîte fonctionne bien, on gagne très bien notre vie, mais je ne peux pas en faire une boîte qui fera 10, 15, 50, 100 millions de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, quand tu mets ces 4 ingrédients ensemble, on s'est dit, l'arrivée de l'IA, elle arrive vraiment au bon moment. Ça me rappelle ce que je faisais en cours. Ça correspond bien aux besoins peut-être de former les agents immobiliers. Et donc, là, on peut créer une grosse boîte. Donc, tout ça ensemble, on s'est lancé vraiment en mars 23, pas sous forme d'entreprise. C'est pour ça qu'on dit plutôt octobre, parce que d'abord, on a lancé une newsletter sur l'IA.
en se disant, on a cette base de 30 000 agents immobiliers, expliquons-leur comment ils peuvent utiliser un peu d'IA. Donc moi, j'ai créé Mystery IA à l'origine pour ça, qui était une newsletter qui parlait un peu d'actu toutes les semaines, qui existe d'ailleurs encore. Et en fait, là, ça nous a dépassé, parce que non seulement ces agents immobiliers sont venus sur la newsletter, mais beaucoup plus de monde est venu sur la newsletter. Et donc, on est passé à 40-45 000 assez vite personnes sur la newsletter IA, qui fait qu'entre mars et septembre, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de cette base qu'on a créée sur l'IA. Et en octobre, on en a créé une vraie boîte. Mais c'est comme ça un peu que se fait la bascule de j'ai un média IMO en fait, je passe à une boîte de service en IA. On va revenir sur la chronologie des choses Ouais. et la suite. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat, cette aventure folle? Là aussi, je pense que c'est un cocktail de plein de choses. Moi, j'étais en école de commerce, j'étais à HEC et j'ai des parents qui sont entrepreneurs, mon frère est entrepreneur, mes grands-parents étaient entrepreneurs. Donc, je suis assez persuadé que déjà, intuitivement et sans trop le vouloir, tu es un peu conditionné pour faire ça. Parce que tu n'as pas tes parents qui arrivent le soir en disant mon boss m'a fait ci, mon boss m'a fait ça. Ils parlent plutôt de leurs problèmes avec leurs salariés, de comment ils peuvent partir en vacances parfois grâce à ce qu'ils gagnent, de leurs enjeux d'entrepreneur. Donc tout ça, ça te met un peu dans un mood depuis tes 10 ans où tu te dis ça a l'air assez intéressant comme job. Donc je pense que j'ai un peu inconsciemment voulu faire ça depuis longtemps, à mon avis. Et par contre, je n'ai pas trop voulu brûler les étapes. Donc en école... je t'ai fait prépa classique, école, commerce classique pour avoir un parcours manager classique. Donc, je n'ai pas trop voulu brûler les étapes. Mais le vrai déclic derrière, donc, qui était sur un terreau un peu fertile, mais le vrai déclic, je pense, ça a été pendant ma césure. J'ai fait 6 mois de stage en investissement immobilier quand j'étais à HEC. J'ai adoré, tu achètes des gros actifs, tu les revends, tu les restructures. C'était assez passionnant, mais j'étais stagiaire. Et ça, j'ai pas supporté. Et en fait, faire des slides toute la journée. En fait, tu fais des slides toute la journée, tu fais des tableaux Excel toute la journée, et tu vois que ton collègue à côté, qui a 10 ans de plus, lui, il s'éclate. Et je me suis dit, moi, je veux faire comme lui, en fait. Je n'ai pas envie de faire les slides. Et du coup, c'est là où j'ai arrêté. À la fin de mon stage, j'ai dit, je monte une boîte sur ma deuxième partie de césure. J'essaye de monter une boîte parce qu'en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de voir des clients, j'ai envie d'aller sur le terrain. J'ai pas envie d'être en costume derrière mes slides et de jamais voir personne, quoi. Et donc, c'est comme ça un peu que le déclic s'est fait. Et c'est là où j'ai monté le média. Ok, clair. Là, donc, tu as cette opportunité de marché, tu vois qu'il y a un besoin, tu crées Mystery IA en tant que newsletter, Ouais. ça commence à prendre. À ce moment-là, l'IA est pas forcément aussi populaire qu'aujourd'hui. Mm. J'ai l'impression qu'on parle d'il y a 10 ans, mais en réalité, c'est à seulement 2 ans. Mm. Il y a énormément de choses qui se sont faites, c'est un sujet dont tout le monde parle. D'où est-ce que tu vas chercher les informations pour pouvoir rapidement maîtriser le sujet, être en capacité de le vulgariser, être en capacité de le transmettre et surtout être en capacité d'aider ceux qui en ont besoin à l'intégrer au quotidien? C'est une très bonne question parce que j'ai fait un peu d'IA à l'école. J'ai fait de l'IA à l'école en 2022. Donc début 2022, quand je suis encore en cursus, ChatGPT n'existe pas. Donc on parle d'IA, on parle un peu d'IA générative, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la techno d'IA générative, elle est beaucoup plus vieille que 2020, enfin elle est plus vieille que 2022. Mais il n'y a pas encore ChatGPT, donc c'est pas encore démocratisé. Donc c'est assez théorique ce qu'on voit à l'école. Donc c'est pas vraiment ça que j'ai mis en avant derrière dans la newsletter. Et en fait, moi, ma source principale d'infos, c'est les US. Je suis abonné sur Twitter à 10 newsletters IA. Je suis les 15 plus gros créateurs IA. Je fais ça dès le début. Et déjà, rien que de se dire, d'ailleurs, je pense pour ceux qui veulent créer des boîtes, c'est un super quelque chose que tu peux dupliquer dans n'importe quelle industrie. Se dire, je regarde ce qui se passe aux US et je duplique en France. Déjà, on a tous à peu près 6 mois de retard. Donc, c'est un bon business. Donc, je dis, je vais regarder ce qu'ils font, je vais apprendre de ce qu'ils font et je vais voir si moi, je ne peux pas faire la même chose en France. Donc, je me nourris beaucoup du contenu américain. Et c'est un gros sujet sur l'IA parce que tu as beaucoup d'experts qui nous disent depuis 3-4 ans, oui, mais tu viens de l'immobilier, donc tu ne connais rien. Oui, mais tu es devenu expert en IA alors que tu n'as pas fait une école d'ingé pendant 5 ans. Oui, tu ne sais pas développer un outil de machine learning, donc tu n'es pas un expert en IA. Donc, je pense qu'ils se trompent totalement. En fait, je pense que cette révolution IA, ce qu'elle nous prouve, c'est beaucoup plus une révolution d'usage que de techno. La techno, il y a 4 boîtes dans le monde qui créent des modèles incroyables, qui sont très complexes, qui nécessitent des milliards d'investissements. Mais ça, c'est un écosystème de 10 000, 20 000, 50 000 personnes dans le monde. Les utilisateurs de ChatGPT, c'est des milliards de personnes dans le monde. Tu vois. Moi, je me suis plutôt dit, je veux beaucoup plus comprendre les cas d'usage, les implications pour le grand public, plutôt que de me dire je suis un expert en IA qui sait développer des algorithmes de machine learning. Donc ça, je ne sais pas faire. Et donc ça a été vraiment c'est toujours ma source d'info d'ailleurs. C'est d'aller voir un peu que font les boîtes, alors, de m'inspirer des US et deuxièmement de voir que font les boîtes sur le terrain. Moi, ma communication aujourd'hui, quand tu regardes, elle n'est pas tant d'apprendre aux gens ce qu'est du machine learning. Elle est de leur dire voilà un peu ce qui se passe dans les entreprises qu'on accompagne, voici quelques cas d'usage de ChatGPT que vous pouvez utiliser, voici les quelques concurrents de ChatGPT qui sont intéressants, voici les process que vous pouvez mettre en place. Et ça, en fait, c'est que de l'expérience terrain et un peu de veille de ce qui se passe aux US. Mais ça, c'est le gros shift IA qui est passé un peu des mains des experts pendant 10 ans à maintenant quelque chose de très démocratisé où il faut juste s'intéresser un peu à ce que font les boîtes avec. Quoi. Complètement. Et justement, pour comprendre la révolution, tu as quelques cas d'usage comme ça à nous partager qui peuvent parler tout de suite à tous ceux qui nous écoutent? Ouais, complètement. Il y en a plein. Et le gros du gros, nous on dit que c'est quand même une révolution qui est très bureautique.
Ça, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. C'est d'abord une révolution bureautique, l'IA. Donc aujourd'hui, toutes vos tâches de bureautique sont transformées par l'IA. La tâche de faire des slides. Moi, je fais des slides aujourd'hui avec un outil qui s'appelle Genspark. C'est un outil qui fait des slides dans le style de Boston Consulting Group en 3 minutes. Les gars du BCG, mes camarades de classe qui sont au BCG, je pense que quand ils voient ça, ils s'arrachent les cheveux. Tu peux mettre les mêmes couleurs, les mêmes logos, tu as les mêmes graphiques magnifiques, sauf que l'info, elle vient d'une IA qui t'a fait ça en 2 minutes. Donc les outils de slide, c'est assez incroyable. Les outils de compte rendu de réunion, et là aussi, c'est des choses tout bêtes, mais moi, j'utilise beaucoup Nuta. Au début, tu te dis, bon, en fait, est-ce que je fais des résumés de réunion? Moi, j'en faisais jamais. Je faisais jamais de compte rendu de réunion. Donc, je me suis toujours dit, c'est pas forcément un cas d'usage pour moi. Et en fait, je me rends compte maintenant que ça a des applications beaucoup plus loin que de faire juste un compte rendu de réunion. Je donne un exemple. Dans chaque visio que j'ai, Nuta est mon assistant, il vient avec moi dans la visio. À la fin, je ne regarde pas le compte rendu, il me fait un compte rendu, moi je ne le regarde même pas. Par contre, 2 jours après, j'ai une proposition commerciale à faire. Je prends le transcript de Nuta, je prends son compte rendu, je l'envoie dans mon outil de slide et ça me fait 10 slides d'un coup. Tu vois. Et là, pour le coup, tu passes d'un outil qui fait des comptes rendus de réunion à en fait juste ça t'aide à faire une proposition commerciale hyper personnalisée. Ça me fait une slide pour dire tiens, attention, le client il a mentionné que son besoin de formation il est plutôt un peu avancé, pas trop débutant, etc. Et donc, voilà, ça, c'est un outil par exemple que j'utilise maintenant tous les jours. Donc, tout ce qui est slide, tout ce qui est compte rendu. Et après, du chat GPT classique. J'utilise beaucoup du chat GPT pour. Moi, j'utilise un peu dans des questions, et là aussi, peut-être pour changer un peu ce qu'on entend d'habitude. Tout le monde te dit ça t'aide à faire toutes les tâches à faible valeur ajoutée. C'est vrai. Il y a plein de tâches à faible valeur ajoutée sur lesquelles l'IA est très forte. C'est aussi très fort sur des tâches à haute valeur ajoutée. Moi, j'ai le dernier modèle, la GPT-5 Pro. Quand je fais un recrutement, je l'utilise en brainstorm. C'est-à-dire que je vais lui dire, voilà, je recrute un commercial, voici mon chiffre d'affaires, voici la marge que je souhaite faire, voici le nombre d'appels qu'il peut faire par jour, voici la typologie de clients que je vais lui mettre dans les mains, etc. Donne-moi des cibles de chiffre d'affaires que je dois lui donner pour signer. Et puis tu me fais un tableau de sensibilité en fonction de ce qu'il signe, combien de marge je vais faire. C'est un job qui me prendrait des heures à mettre sur papier, etc. Et là, pour le coup, il me fait un raisonnement pendant 5 minutes où il va vraiment m'aider sur une question stratégique. Donc toi, tu peux vraiment allier les deux, du quick win, des choses rapides, mais aussi des réflexions strat sur lesquelles l'IA devient très très forte. Et cette capacité justement à utiliser l'IA au quotidien, créer un nouveau réflexe, c'est un vrai atout. Et c'est ce qui fait que beaucoup finalement ne se rendent pas compte à quel point ça peut changer la vie d'un entrepreneur, que ce soit pour traiter ses emails, faire de la bureautique, utiliser ça en recrutement, mais on pourrait l'évoquer pour tous les points. On pourrait même très bien se dire, je prends l'épisode du déclic ici, je le push dans l'IA, j'en fais un transcript, un résumé concret de toutes les actions claires que je dois mettre en place dans mon entreprise, et je le fais à chaque fois pour tous les épisodes. Est-ce que tu aurais une astuce, un point en particulier que tu as tendance peut-être à partager, même en entreprise ou auprès de gens que vous formez, pour intégrer l'intelligence artificielle comme une habitude? La première chose quand on intègre de l'IA, pour moi, déjà, c'est d'éviter les trop gros projets. En fait, on passe à côté de 80% de ce que c'est faire ChatGPT, par exemple. Il y a beaucoup de boîtes qui me disent « Ok, j'ai déployé 100 000 euros sur une mission, on va tester de développer un outil qui va automatiser 100% de nos process. » Moi, je dis, est-ce que tes collaborateurs déjà savent utiliser ChatGPT ou Claude ou un équivalent? Non. Donc, commençons par ça. C'est un quick win. En fait, quand tu te formes rapidement, que tu prends quelques licences, déjà, tu peux atteindre beaucoup de gains de productivité. Donc, nous, on insiste beaucoup là-dessus. Il y a plein de choses à aller chercher, comme les Américains ils disent un low hanging fruit. Tu vois, il y a plein de choses à aller chercher comme ça, facile. Et donc, il faut commencer à bien apprendre à utiliser tous ces outils. Donc, moi, je leur conseillerais plutôt ça. Commencez par identifier toutes vos tâches de bureautique, les faire faire avec de l'IA. Et là, vous allez tous gagner 1h30 par jour. Ça, c'est vraiment le gros sujet. Et derrière, on ira dans de l'automatisation un peu plus poussée. Est-ce qu'il y a des process qu'on peut automatiser? Est-ce qu'il y a des services clients où on peut mettre un peu plus d'IA? Où là, on va aller un peu plus loin, etc. Mais en tout cas, je pense que le gros du gros, quand on va intégrer de l'IA, c'est de ne pas aller trop vite. Il y a une étude du MIT qui est sortie il y a 2 semaines qui dit que 95% des projets d'IA ne vont pas au bout et n'ont pas de ROI pour les entreprises. Et quand tu creuses, donc ça c'est le titre, TF1 publie ça de partout, les échos, tout le monde est content. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que tous les projets qui ont été mentionnés déjà, c'est des projets faits par des gros corporates. C'est que des projets de développement et d'automatisation et sur des agents IA. Ces 3 choses-là, c'est des choses qui ne sont pas matures. Et là, pareil, quand tu demandes à ces 3 boîtes-là, est-ce que vous avez formé vos collaborateurs à Copilot ou GPT ou Claude? Non. Donc aujourd'hui, on a une techno qui fait beaucoup rêver, dont on nous promet des choses incroyables, qui sont un peu déceptifs parfois parce que les agents ne sont pas très matures, donc ça sert à rien de perdre trop de temps et trop d'argent là-dessus, mais qui nous font passer à côté de ce que les PME réussissent, et les PME réussissent pour le coup très très bien, à savoir maîtriser parfaitement 1 ou 2 outils d'IA
et déjà vous allez gagner un temps fou, quoi. Donc ça, ce serait plutôt ma reco comme ça sur comment, par quoi passer comme ça, par quelle étape passer pour implémenter de l'IA. Moi, je dirais ne cherchez pas trop le mouton à 5 pattes, mais plutôt aller apprendre à utiliser ça. Les experts disent qu'on utiliserait 15-20% de la capacité d'un ChatGPT. Complètement. C'est dommage. C'est un outil encore qu'on a du mal à appréhender. Je crois que j'ai vu là 90% des Français qui utilisent de l'IA tous les jours. Leurs 2 cas d'usage principaux, faire des recherches sur ChatGPT et faire des mails. C'est exactement les 2 cas d'usage que moi je déconseille de faire. Alors les mails, pourquoi pas, mais faire des recherches, non. Donc tu vois, on en est encore là. On a le réflexe Google, c'est un outil qu'on ne connaît pas assez, mais en fait, ils n'ont pas développé cet outil-là et ils n'ont pas levé encore 500 milliards récemment pour qu'on fasse des mails avec et des recherches. Sinon, c'est Google. Donc c'est pour aller bien au-delà, juste sur un simple outil. Donc moi, je conseillerais ça. Peu d'outils, trouver des cas d'usage concrets et déjà faire cette bureautique-là pour après avoir des projets un peu plus gros. Ouais. Très clair. On va reparler justement de l'usage et de cas concrets dans un instant, mais avant ça, revenons à la chronologie de Mysteria. Donc octobre 2023, vous lancez Mysteria après avoir fait cette newsletter. Ouais. C'est quoi les premières étapes? Comment ça se passe? Parce que rapidement, vous avez un certain succès. Rapidement, ça scale assez fort. Ouais. Il va falloir staffer, il va falloir structurer. On va parler aussi du chiffre d'affaires et des résultats, du nombre de clients que vous avez pu accompagner. C'est assez dingue. Et puis, il y a aussi la porte ouverte à un moment donné à, j'imagine, le chant des sirènes, parce que tout le monde demande de l'IA. Au début, vous commencez sur l'immobilier, puis après, on se réajuste. Ça peut être intéressant que tu nous racontes cette histoire. Oui, complètement. Donc nous, on se lance en octobre 2023. En fait, pendant l'été, on se dit, trop de demandes arrivent de la newsletter pour de la formation et de l'accompagnement. On n'y répond pas, donc il y a un besoin, il faut qu'on y aille. Donc on crée ces 2 services-là, on recrute assez vite. On recrute 2-3 personnes. En octobre, plutôt des consultants, donc on lève un peu d'argent. Si tu regardes sur Internet, on a levé un petit peu d'argent auprès de Business Angel, parce que en fait, tes consultants qui sortent de grandes écoles de commerce, ils te coûtent vite quelques dizaines de milliers d'euros par an, tout confondu, par mois, pardon, tout confondu. Plus tes clients, l'émission, elle dure 2-3 mois, donc ils te payent au bout de 4 mois. Donc bref, tu as un BFR de quelques mois. Donc on se dit directement, il faut qu'on recrute un peu, donc on lève un petit peu d'argent. Combien vous avez levé? On a levé 1 million d'euros. Ok. On avait un peu moins d'1 million d'euros, on devait lever 1 million, donc on avait annoncé 1 million, parce qu'il y avait un ensemble equity debt. On n'est pas cherché de dette finalement, donc un peu moins en equity. La boîte a lâché un peu plus de 10% du capital. C'est classique sur une levée de BA avec des business angels. Donc on fait cette levée-là, on recrute les 3-4 premières personnes. Là, c'est un peu galère au début. Tu l'as dit, on commence beaucoup dans l'immobilier. On a un réseau, nous, immobilier assez fort avec mon associé, parce qu'on a cette boîte-là ensemble. Et lui, il avait une boîte aussi, donc c'est mon frère Vincent qui est mon associé. Il a une autre boîte d'immobilier qui fait du conseil pour le coup, qui s'adresse non pas à des agents IMO, mais à des grosses entreprises d'IMO. Donc on a commencé un peu à aller les voir au début. On a gardé ce prisme immobilier. Donc on commence là-dessus. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'écosystème pas du tout mature. C'est que tu arrives à un moment où tout le monde veut de l'IA, mais quand tu commences à dire OK, ça va vous coûter X euros pour bouger le petit doigt, tout le monde dit en fait je sais pas de quoi j'ai besoin. Donc, je veux faire de l'IA mais je sais pas quoi. Je veux pas prendre de ChatGPT, c'est trop dangereux, me former, bon mais à quel outil? Copilot n'existait pas, développer un outil, bon bah non, je veux pas mettre 50 000 euros sur la table. Donc voilà, on arrive à la fois au bon moment, c'est le tout début, mais à un moment où les boîtes sont pas prêtes. Donc pendant quelques mois, on fait un peu des petites formations. On fait des petites missions d'audit assez rapidement. Ça bouge pas trop pendant 6 mois. Je dirais que pendant 6 mois, on recrute. Enfin, ça bouge pas trop. On recrute pas. On fait nos petites missions de notre côté. Et on a un premier shift qui arrive en juin 24, avec là une première formation qui sort pour les agents immobiliers. Où là, en fait, direct, on a des milliers de personnes qui achètent la formation. Et là, on se retrouve avec le besoin de staffer des formateurs et de recruter des formateurs. Ça a été la première, je dirais, grosse étape de Mysteria, de se dire, en fait, j'ai besoin de 10-15 formateurs d'un coup. Donc là, c'est un peu en juin 24 où on a eu ce premier élan de recrutement, et avec un modèle très vite qui s'est tourné vers l'indépendant. Parce qu'en fait, tu es dans un business où, et même aujourd'hui, si on prend les 100 personnes, il y a 50 salariés, 50 indépendants. Parce que faire de la formation en entreprise, c'est un business d'indépendant. En fait, quand tu as des salariés, que tu dis à Louis, toi, tu vas aller former à Toulouse demain, et Arthur, tu lui dis, toi, tu es payé le même salaire, mais demain, tu vas aller à Paris. Mais en fait, ils te regardent le soir et ils disent, pourquoi moi Toulouse et lui Paris? Et ça, c'est pas gérable. Tout le monde te dit, ça doit coûter moins cher l'indépendant. Dans l'indépendant, il te coûte plus cher au TJM, mais tu as beaucoup moins d'emmerde derrière, parce qu'en fait, indépendant, tu dis, j'ai une formation à Toulouse, qui veut y aller? Et tu as toujours quelqu'un qui dit, moi, je suis pas loin, je suis chaud, j'aime bien, je connais bien cet écosystème, etc. Donc très vite, on s'est dit, il nous faut beaucoup d'indépendants pour faire nos prestations et de formation, et un petit peu de conseil aussi. Sur le conseil, on fait appel à des indépendants de plus en plus. Donc voilà, la boîte, elle s'est assez vite structurée comme ça, et je dirais vraiment avec un élan à partir de juin, où il y a eu intégration déjà de 15-20 collaborateurs en juin 24. Ça a été la première vague, et là, Mysteria est passé de 6-7 collaborateurs assez vite à 30-35 d'un coup, comme ça. Donc ça, c'était un peu la première étape. Et donc tout de suite, avec cette volonté de structurer plus ou moins à 50-50 entre indépendants et internes?
Oui, assez vite. Ouais. Qu'est-ce que vous avez laissé en interne comme fonction? Et les indépendants, on comprend que c'est surtout la partie formation, Ouais, accompagnement. exactement. En interne, tu laisses les fonctions, ce qu'on appelle nous support. Partie RH qui est dans une boîte de formation est primordiale parce qu'en fait, tu staffes toute la journée. On parlait des 250 sessions de formation. Bah, tous les mois, il faut trouver 250 journées disponibles par des formateurs. Donc, tu staffes sans arrêt à droite à gauche. Donc, tu as une équipe RH qui est forte. Ça, c'est important. Et puis, pareil sur la partie pédagogie. En fait, tu dois préparer les formations. Tu dois faire un retour d'expérience aux entreprises. Donc, tu as besoin d'avoir du support là-dessus. Donc, pédagogie, RH. DAF, les finances, on a besoin aussi parce que beaucoup de petites lignes, etc. Donc, besoin d'avoir des équipes financières assez fortes. Après, on a en interne tous les partenaires chez nous. Partenaires slash managers, c'est tous ceux qui vont gérer les missions de conseil. On en a 4 aujourd'hui chez nous. Ils voient 100% des missions de conseil, ils participent à 100% des missions de conseil. En fait, quand tu fais du consulting, tu as quand même ce besoin en entreprise d'accompagner un peu sur du long terme. Et ton client, il ne veut pas parler qu'un indépendant. Et je le comprends tout à fait. Donc moi, j'ai un partenaire qui va gérer le client Vinci. Le partenaire, il va gérer Vinci et quand il aura besoin, il va mettre un petit indépendant sur une formation, un indépendant sur un peu de consulting, etc. Mais c'est lui qui suit toute la mission, qui voit le client régulièrement, etc. Donc nous, nos 4-5 partenaires sont en interne et après des commerciaux, un petit peu de commerciaux, notamment sur la partie B2C. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, Quand vas-y. tu dis partenaire, ce sont des associés, ils sont associés à Mysteria ou pas? Ou du BSPCE classique de D'accord. start-up. Ok. Mais il y a 2 gros associés chez Mysteria, Vincent et moi. Donc mon associé et moi, mon frère et moi. On a la plupart de la majorité de la boîte. Et après, il y a des BSPCE pour en effet ce qu'on appelle les partenaires et un peu les postes de manager chez nous. Ouais. Ça va bientôt du coup faire 2 ans, pratiquement jour pour jour, que ça a été lancé officiellement, outre la newsletter. Ouais. En termes de chiffre d'affaires sur 2 ans et la croissance, Ouais. comment vous vous situez? Donc c'est une boîte qui a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sa première année. La première année, c'est septembre-décembre, octobre-décembre même, parce qu'on commence en octobre. L'an dernier, on clôture à 3,4 millions de chiffre d'affaires à peu près. Cette année, on doit faire un peu plus de 7 millions de chiffre d'affaires avec un business model rentable. Donc c'est dur parce que faire x2 en croissance en maintenant une marge sur du B2B comme ça, c'est assez dur. Mais la boîte est bien rentable. Boîte de service, tu fais entre 15 et 30% de marge, d'EBITDA globalement. Donc on se trouve un peu entre ces deux chiffres-là. Donc plutôt une bonne croissance, plutôt des prix qui tirent un peu vers le bas. C'est aussi intéressant de plus en plus. Le marché se structure, des concurrents arrivent, donc tu ne peux plus vendre ta journée de formation 2 500 € comme tu la vendais au début. Donc on tire un petit peu les prix vers le bas, mais je pense que c'est assez classique. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça. Les objectifs sont assez élevés. Hein. C'est une boîte qu'on veut amener très très loin. L'objectif, c'est de faire 10 millions de chiffre d'affaires en 2026. Ça, c'est assez clair chez nous. Et puis après, d'aller plus loin, de faire de la croissance externe. On commence à réfléchir à l'international parce qu'on forme dans 8 pays maintenant. Donc plutôt des toutes petites équipes. J'ai des clients Clarins, par exemple, qui est un gros client chez nous, qui nous dit c'est l'équipe France qu'on forme, et puis maintenant on va aussi former l'Asie, le Moyen-Orient et les US. Donc pour l'instant, c'est plutôt notre client français qui nous amène un peu à l'étranger, mais on veut aller à l'étranger aussi très clairement. Donc voilà, on en est un petit peu là aujourd'hui, et c'est segmenté entre 80% B2B et 70% B2B et 30% B2C. On fait aussi un peu de formation B2C de plus en plus. Donc on se structure comme ça, et c'est quand même une boîte qui a vocation à être plus grosse en B2B qu'en B2C, je pense, même si là aussi on est très humble dans l'approche. C'est tellement récent comme écosystème qu'on n'a en fait aucune idée de à quoi ressemblera la boîte dans 5 ans. Est-ce que les boîtes, nos clients auront plus besoin de formation ou de consulting? Aujourd'hui, c'est 50-50, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans? C'est super dur. Donc voilà, aujourd'hui, l'état des lieux, il est comme ça, mais se dire un peu ce qu'on sera dans 5 ans, c'est très dur. Complètement. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir que tu viens de partager. Tu as dit notamment que c'était assez difficile et challengeant, à juste titre, de faire x2 de croissance d'une année à l'autre. Ouais. Même là, au début, 100 000, 4 millions. Donc j'imagine que ça a été plein de chamboulements, de prises de décision, et puis il faut structurer rapidement et il ne faut pas se tromper. C'est quoi les plus grands challenges d'hypercroissance auxquels vous avez fait face en un si court laps de temps jusqu'ici? Les plus gros, bonnes questions, les plus gros challenges de croissance, il y a la structuration, ça c'est sûr. C'est qu'en fait, moi j'ai 27 ans, j'ai jamais eu de DRH, j'ai jamais eu de DAF, j'ai jamais fait le job de DRH ni le job de DAF. Donc à un moment donné, tu fais confiance à des gens dont tu connais pas le métier. Ça c'est dur. Tu es obligé de te dire, le DAF, j'espère qu'il est bon, et la DRH, j'espère qu'elle est forte, quoi. Donc ça a été un peu dur de te dire, tu ne maîtrises plus du tout ce qui se passe dans la boîte. Même si tu essaies de tout suivre, tu dois faire confiance à des gens. Ça a été un peu le premier challenge. Deuxième challenge, il est sur le business model. Là, c'est peut-être très lié à Mysteria, j'en sais rien. Mais on a un gros challenge de business model, notamment sur le consulting. C'est très dur de monter une boîte de conseil qui scale un petit peu comme nous, parce que c'est... En fait,
tout le monde te parle de TJM dans le conseil, de combien tu payes ton gars, combien de jours tu arrives à le placer, etc. Ça marche quand ta boîte, elle a plein de clients, que BNP, il dépense 1 million d'euros chez toi tous les ans depuis 10 ans. Donc toi, tu sais où tu places les consultants, etc. Quand tu as des clients qui dépensent 7 000 euros chez toi en consulting, puis que celui d'à côté il dépense 50 000, et qu'un mois tu as 2 missions de conseil, le mois d'après tu en as 13, là ça devient un enfer. Donc au début, toutes nos missions étaient faites que par des salariés, que des consultants salariés, et on a eu un gros shift de business model en se disant en fait ça c'est pas tenable. La croissance qu'on a, on va pas pouvoir recruter des salariés, parce que pareil, tu signes 3 fois plus de missions sur un mois, donc tu te dis quoi, je vais recruter 2 consultants. Sauf que ces consultants, quand ils vont arriver, ben, quand tu les retrouves, etc., les missions, elles sont peut-être déjà finies. Donc, en fait, potentiellement, il ne va pas travailler pendant 2 mois, sauf que tu prends des bons profils, donc ça coûte cher. Donc, c'est vraiment galère, ça. Donc, ça c'est un gros challenge de se dire comment on fait pivoter notre business model pour absorber la croissance de la BU Consulting, notamment. Formation, c'est plus facile. Formation, demain, je lance sur ma newsletter un recrutement de formateurs, j'ai 200 personnes à peu près qui postulent à chaque fois. Donc quand il y a un besoin, tu vois, hier on en a onboardé 15. Je pense que si là on sent qu'en septembre on vend beaucoup, en octobre j'en onboard 15, entre guillemets, c'est assez un peu plus facile. Sur le consulting, c'est beaucoup plus dur. Donc on a shifté, on est passé d'un modèle où toutes les missions étaient faites exclusivement par des salariés à un modèle où toutes les missions sont faites exclusivement par des indépendants, qui sont pilotés par des salariés, mais le gars qui pilote une mission, il peut en piloter 5, il peut en piloter 10, et si jamais il faut qu'il en pilote 15 sur un mois, il va moins dormir, mais il va pouvoir le faire. Parce que derrière, il place des indépendants avec lui qui l'aident. Or, des mecs qui produisent 5 ou 10 ou 15 dans un mois, bah non, normalement, quand tu produis la mission, tu ne peux pas faire plus que de raison. Donc ça a été le gros challenge qu'on a eu, je dirais, de réussir comme ça à vraiment pivoter le business model. Après, il y a un challenge financier que je ne soupçonnais pas non plus. C'est une chose de gérer une boîte là aussi qui fait 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions. Là, 7, heureusement qu'il y a un DAF. Heureusement qu'il y a un DAF, et surtout dans un business où quand tu fais 7 millions de chiffre d'affaires et que tu vends des prestats à 300 000 euros, ça va, entre guillemets, ça va, tu suis. Nous, on vend des journées à 2000. Alors maintenant, on vend des beaucoup plus gros tickets, ça s'améliore. Mais quand on faisait même 3, 4, 5 millions de chiffre d'affaires, c'était que des tickets entre 500 euros et 2000. Donc tu gères un nombre de petites lignes. En plus, on a une partie du business qui est financée par l'État. Les gens peuvent faire rembourser leur formation. Donc c'est de la paperasse à l'infini. Donc là, financièrement, tu te retrouves à la fin d'année où tu dis « Ah oui, mais en fait, j'ai des écarts dans les budgets qui étaient énormes. » Donc on s'y retrouvait, etc. Mais ça, c'était un challenge. Si je remonte une boîte demain, la partie DAF, elle est vraiment à prendre. Alors ça dépend là aussi des business, mais elle est vraiment à prendre au sérieux. Pour nous, ça a été le sujet. Donc voilà, je dirais financier, business model, commercial quand même. C'est que là aussi, quand tu vends comme nous, tu ne vends pas du produit. Tu vends pas du produit. Et j'aurai un 4e point, tiens, j'en parlerai. Mais tu ne vends pas du produit. Donc tous les matins, tu te réveilles et tu te dis si je veux re-signer 500 000 euros de prestat ce mois-ci ou 600 000, bah, faut que j'aille retrouver X clients en plus. Ça, c'est dur. Quand tu vends du produit à l'abonnement, en décembre, quand tu te réveilles le 1er décembre, tu sais déjà le chiffre d'affaires à minima que tu vas faire en décembre. Nous, quand on se réveille, on ne sait pas le chiffre d'affaires qu'on va faire sur le mois. Donc ça, c'est dur. Et là aussi, quand la boîte, elle croît doucement, ça va. Quand elle croît super vite, c'est dur parce que pour tes choix d'investissement, et ça rejoint un peu mon 4e point, c'est que les gros challenges, il est de faire une boîte rentable en croissance. Tes choix d'investissement, ils sont au millimètre près, quoi. Tu te dis, est-ce que je dépense 5 000 euros là ou pas? Parce que nous, on veut absolument faire une boîte qui fait 15, 20, 25% de marge. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder. On ne veut pas se dire, OK, on accepte de faire 5% ou on accepte de perdre de l'argent pour la croissance. Pour l'instant, on ne veut pas trop. Donc tenir les deux, c'est dur. Ça veut dire vraiment être au cordeau sur toutes tes lignes financières. Pourquoi ce salon, on l'a payé tant? Pourquoi le loyer, on ne payerait pas tant? Toutes nos équipes, toute la journée, elles négocient. Toute la journée. Moi, je leur dis, vous achetez un truc, vous négociez. Parce qu'en fait, si on négocie tous de 10%, ça me fait 10% de charge en moins. Sur une boîte qui fait nos chiffres, tu économises des centaines de milliers d'euros par an, même si ça passe par des petites lignes de 10% à droite à gauche sur des abonnements, etc. Donc c'est toujours un gros challenge. C'est se dire comment on arrive comme ça à croître en laissant dans l'état d'esprit des collaborateurs qu'on est une start-up tech pour certains, mais dans la construction, on est une PME en fait. Donc une PME, ça doit investir 1 euro, et 1 euro investi, ça doit en rapporter 2, 3, 4, 5. Mais on ne peut pas se dire, allez, on recrute à l'infini. Tu vois, sur le recrutement, une fois, tu as ton directeur commercial, il vient te voir, il te dit, ouais, je veux recruter 2, 3 commerciaux, je pense que ce serait bien. Ah oui, si j'avais l'argent de mes investisseurs, ok. Si je dépense l'argent qui n'est pas le mien, ouais, pourquoi pas. Mais là, je lui dis, bah non, dis-moi pourquoi tu en veux un, qu'est-ce qui va te rapporter, qu'est-ce qui va nous coûter. Ça, c'est un beau challenge pour nous et pour les managers. Parce que nous, on passe plus de temps sur ça. Mais le manager, il connaît moins, ils sont jeunes, nos gars et tout. Donc ça, c'est un bon challenge. Quand je fais de la croissance, comment je ne dépense pas à tout prix
pour rester rentable, quoi. Vrai sujet d'optimiser la croissance et les bidas finalement. Ouais, complètement. Souvent, on dit que c'est pas forcément possible de faire les deux, et là, le challenge, c'est de réussir à faire au maximum les deux. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de gens qui disent faut que tu aies, je crois que c'est 30%. Ils te disent faut que ta marge d'EBITDA plus ta croissance, si elle est au-dessus de 30%, c'est que ta boîte est en très bonne santé dans les boîtes de service. Donc nous, on est bien au-dessus, donc tant mieux pour l'instant. Je crois que c'est ça, 30 ou 40%. Donc tu vois, on essaye. Et d'ailleurs, on y arrivera. On ne fera pas 100% de croissance tous les ans, on ne fera pas 25% de marge tous les ans non plus. On est assez lucide. Plus tu vas boire des boîtes CAC 40 en client, plus tu vas te faire écraser un peu en prix, la contrepartie, etc. Donc on finira comme une boîte de conseil et de formation classique qui végète entre 15 et 20% de marge, c'est à peu près sûr. Donc ça veut dire qu'il faut toujours garder 10, 15, 20% de croissance. Mais ouais, c'est très très dur. Très, très dur. Et ça dénote vraiment, non, moi j'en parle beaucoup, mais c'est là où la French Tech, c'est bien, moi j'adore la French Tech, c'est cool, etc. Mais c'est tellement différent de monter une boîte, une startup tech où tu lèves 10 millions et de monter une carrosserie ou une boulangerie où en fait tu investis 1 € quand tu l'as gagné en EBITDA. Je respecte, entre guillemets, pas je respecte, mais je suis tellement plus admiratif du boulanger qui doit payer des salaires et qui se dit comment je fais pour ouvrir 3 boulangeries. Ben, je dois faire en sorte que ma marge d'EBITDA sur la boulangerie elle soit plus élevée pour que j'investisse, mais ce que j'investis, c'est à risque. Donc, moi, c'est ça qui me fascine et nous, notre boîte, on veut la gérer comme ça. Donc, ça, c'est souvent sous-estimé. Tout le monde te dit, ah super, ils ont levé 10 millions, ils sont trop forts. Oh, regarde, ils ont une croissance énorme. Moi, je dis tout le temps, la croissance, c'est une chose, mais à quel prix? Et croître avec l'argent des autres, c'est pas la même chose que croître avec l'argent que tu génères toi. Et tu as un business model assez proche du mien, donc tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est assez dur. Donc, c'est le plus gros challenge. Complètement. Qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision de vouloir faire scaler la boîte de cette façon? Parce que finalement, il y a une culture assez jeune, assez tech, assez US, assez start-up dans le global, que ce soit l'IA, la moyenne d'âge des collaborateurs, l'hyperscale à certains moments, le fait qu'au démarrage, vous levez 10 millions d'euros, c'est non plus pas anodin, mais c'est stratégique. 1 million d'euros, mais du coup, c'est une valeur à 10, excuse-moi, c'est stratégique, c'est bien réfléchi. Vous auriez pu aussi vous dire, OK, on va continuer à vouloir faire ça pour inonder le marché et surfer sur la vague. Pour autant, tu as un discours que je partage complètement, celui de investir intelligemment chaque euro et construire quelque chose de solide, même avec de la grosse croissance, à l'image d'une TPE, PME que tu cites. Il y a plein de raisons, je pense. La première, c'est un peu sur la structure déjà du marché. Je pense que dans un monde où le VC va beaucoup moins bien en France, tu lèves plus de l'argent comme ça. Alors, nous, on a une thématique IA, donc ça aide quand même. Mais plus dur de lever en VC aujourd'hui, donc on est arrivé un peu à ce moment-là, donc on s'est dit c'est pas forcément le track qu'on veut suivre. On vend du service, tu as peu de boîtes de service aujourd'hui qui se financent avec du VC. Donc on s'est dit voilà, nous notre place, on gagne de l'argent day one, donc autant rester là-dedans. Ça a été plutôt ça à l'origine. Et puis ça n'empêche pas de croître. Et d'ailleurs, on voit toutes les boîtes qui ont eu des croissances. Moi, j'ai beaucoup de potes, et surtout Vincent, mon associé, qui est un peu plus vieux. Lui, il a grandi, il avait 25 ans ou 24 ans, entre 20 et 25 ans, en plein boom de la French Tech. Moi, j'avais cet âge-là, quand déjà la French Tech allait un peu moins bien. Donc lui, il a eu 50 potes qui ont monté des boîtes, qui ont levé tous 10 millions, 15 millions d'euros. Il n'y en a pas un qui a pris du cash au final. Soit les boîtes ont craché, soit ils ont fini par faire un exit en dessous des levées d'avant, donc ils n'ont pas pris d'argent, etc. Pas pour tous évidemment, mais pour beaucoup. Donc moi j'ai un peu grandi avec ça aussi. Ça ne m'a pas excité de me dire ok, je vais lever, je vais toucher 0 argent pendant un petit moment. Faut que la macro et faut que la conjoncture aille bien dans 5-10 ans si je veux gagner de l'argent en revendant. Je me suis dit, ça m'excite moins. Et puis, quand je disais que ma famille, tout le monde était un peu entrepreneur, c'était que sur des PME très classiques. Donc, on s'est aussi dit, voilà, c'est un business qui va bien, il y a plein de choses à faire dans l'IA là-dessus. Ça n'empêche pas de croître, ça n'empêche pas de faire une boîte. T'as OnePoint, ça vaut 1 milliard. Tu vois, notre concurrent, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'ils sont beaucoup plus gros que nous. Et ils existent depuis 20 ans. Mais c'est un exemple pour nous. Artefact, OnePoint, c'est des boîtes de conseil en IA qui sont très grosses. Ils ont 10-20 ans, les boîtes valent 1 milliard. Donc, s'il y a un chemin pour le faire dans ce sens-là, en gagnant de l'argent au passage, voilà, nous, c'est plutôt ça qui nous a intéressés. Et on va continuer là-dedans. Alors maintenant, quand tu gagnes de l'argent, de toute façon, tu ne lèves plus en VC. Mais voilà. Et l'autre point aussi, peut-être, c'est que je ne sais pas si on est dans un écosystème où lever 10 millions d'euros, ça nous aiderait vraiment à grossir. Tu vois, quand tu vends du produit, de l'outil, tu mets de la communication à fond, tu recrutes plein de commerciaux qui font de l'appel toute la journée et tu grossis vite. Nous, c'est tellement un business d'exécution où tu as besoin d'avoir une bonne exécution pour être fort, que si demain tu me donnes 5 millions d'euros, je ne sais pas ce que j'en fais. Si je mets 5 millions d'ads, je suis incapable de suivre commercialement, d'avoir les bons formateurs, de suivre la qualité des formations. Je pense que c'est très dur, beaucoup plus dur que sur du produit, où là, ça se scale facilement. Donc,
En plus, voilà, on préfère y aller un peu plus petit à petit. D'ailleurs, nos concurrents font un peu pareil. On n'a pas vu d'acteurs de la formation lever comme ça beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont un peu tous ce problème-là, de se dire faut exécuter derrière, quoi. Donc ça, c'est dur. Complètement. Tu as cité plusieurs clients, notamment Vinci, Clarins également, qui Ouais. sont du coup pas dans l'immobilier. Mm. À quel moment vous avez fait ce switch entre le focus IMO et une diversification progressive de la typologie de clients, même B2B, B2C? Ouais. Je te pose cette question, c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est est-ce que je reste concentré sur une niche très particulière Ouais. ou est-ce que je m'autorise à m'ouvrir à une niche plus large pour pouvoir potentiellement eh bien, adresser un plus grand panel? C'est une question super intéressante et j'aime bien le décrire comme ça. En fait, on est resté niché immobilier pendant 6 mois, je dirais. Alors, tu avais des clients à droite à gauche qui venaient un peu d'ailleurs, mais on faisait focus immobilier pendant 6-8 mois. Le sujet de ça, je pense que c'est très important de faire comme ça. Parce qu'en fait, quand tu te focuses dans une niche, tu deviens expert de la niche et tous tes prospects savent que tu es expert de la niche, donc ils signent plus vite avec toi. Donc en fait, nous, on était experts immobiliers, promoteurs, bailleurs sociaux, agents IMO, notaires. C'est nos 4 gros métiers à l'origine. Et donc très vite, tous les notaires veulent bosser avec toi, tous les bailleurs sociaux veulent bosser avec toi, et tous les promoteurs, etc. Donc tu grossis beaucoup plus vite que nos concurrents qui étaient généralistes. Et comme tu grossis vite, moi je prends souvent l'exemple, on est arrivé à 35-40 collaborateurs quand nos concurrents ils étaient encore à 6, 7, 8, 9. Et honnêtement, je ne sais pas si on est meilleur qu'eux, pas sûr. Ils sont très bons, j'en connais quelques-uns qui sont très bons. Est-ce qu'on a une meilleure marque qu'eux? Je ne suis pas sûr non plus. Bon, tu vois, en fait, tu peux avoir un produit bien meilleur que l'autre, donc tu grossis plus vite. Mais nous, on est bon, je pense. Mais je pense qu'ils sont très bons aussi. Donc, c'est pas ça qui nous a fait passer de 35 à 7. C'est qu'on était très nichés. Et qu'on a dit, on va pas se diversifier, on va exécuter ce qu'on sait bien faire et grossir. Sauf que du coup, tu arrives à ce moment-là où tu es 30-35. Et là, le marché commence à devenir un peu plus mature. Donc là, tu commences à avoir des boîtes plus grosses qui s'intéressent à l'IA, qui se disent par qui je vais me faire accompagner. Et là, sur le marché, il y a 2 choix, des boîtes de 7 personnes ou des boîtes de 35. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on a eu dans les premiers clients? Des boîtes d'agroalimentaire qui commencent à venir nous voir et qui nous disaient, bon, vous ne faites pas d'agro. Je leur disais, oui, on ne fait pas d'agro. Par contre, on est 40 chez Mysteria, nos concurrents, ils sont 6. Donc, si on fait avec vous, vous êtes un petit peu gros, demain, je suis en capacité de vous faire 30 journées de formation dans le mois. Nos concurrents ne peuvent pas le faire. Et donc là, ils te disent, ah oui, c'est pas mal. Donc, tu dis ça à une boîte d'agro, 2 boîtes d'agro, 3 boîtes d'agro, et hop, tu ouvres une nouvelle verticale. Et en fait, tu grossis vite cette verticale, et là, tu passes vite à 60 collaborateurs, pendant que tes concurrents, ils sont 12. Et là, tu as Vinci qui arrive, ou Clarins, qui te dit, bah, j'ai besoin de former partout dans le monde, de 600 personnes d'un coup, mais il me faut un volume de formateurs énorme. Je dis, bah, nous, on est 60. Donc, en fait, tu as ta niche qui te permet de grossir très vite, d'atteindre un peu une taille critique, qui là, après, permet de te généraliser. Et nous, ça a été la grosse stratégie qu'on continue de faire d'ailleurs. Dans l'immobilier, c'est encore 60% de notre activité immobilière. Et on ne lâchera pas du tout. Parce qu'on aime ça, qu'il y a un marché énorme et qu'on sait bien faire. Mais aussi parce que ça nous permet de faire grossir notre boîte, de se structurer. On n'aurait pas eu de DAF, sinon on n'aurait pas eu de DRH si on n'avait pas grossi aussi vite. Mais le fait d'avoir DAF, DRH et compagnie, ça fait que les nouveaux prospects nous disent, ah oui, vous êtes une boîte sérieuse, vous êtes structuré. Donc même si moi je fais de l'aéro et que ce n'est pas votre spécialité, je sais que vous allez me mettre quelqu'un qui va connaître bien l'aéro et qui va me suivre de A à Z, etc. Donc ça, c'est un gros conseil que moi je fais. Je dirais d'être niché au début, de grossir, d'être plus gros que vos concurrents parce que vous êtes niché. Et après, vous avez toutes les armes pour aller attaquer d'autres marchés. Mais je pense que tu peux le voir dans plein d'autres domaines. Ça doit être comme ça. Hein. Tu te construis une équipe un peu sur une verticale un peu spécifique. Et en fait, tu atteins une taille critique qui te permet d'aller ailleurs, quoi. Donc ça a été la stratégie qu'on a utilisée. Et qu'on va continuer d'utiliser, même si aujourd'hui, pour le coup, on ne se présente plus du tout comme une boîte spécialisée IMO. On a des verticales spécialisées, par contre, Mysteria est très généraliste. Et là, on fait tout. Et justement, ça me permettra de te poser une question sur la partie acquisition, parce que vu que c'est très diversifié également dans le panel d'offres et dans le panel de cibles, parce que tu ne vas pas prospecter ou closer un deal de la même façon avec Vinci ou Clarins qu'avec un particulier ou un chef d'entreprise, un poissonnier qui veut se former à l'IA. Comment est-ce que vous articulez vos offres? C'est quoi exactement ce que vous proposez? Est-ce que vous le proposez directement juste en frontal sur le site et tu choisis, tu cliques et tu démarres une aventure Mysteria, ou ça se passe différemment? Donc nous, déjà, la structure de la boîte, elle est en 3. C'est consulting B2B, formation B2B, formation B2C. Ça, c'est vraiment les 3 produits de Mysteria. Et comment on le vend? Beaucoup de webinaires, beaucoup de webinaires. Moi, je fais des webinaires toutes les semaines, mais avec 0 acquisition payante. En fait, la newsletter, nos newsletters, parce qu'on a Mysteria, on a celle des agents IMO et on a celle de la boîte de mon associé, qui d'ailleurs maintenant a été rachetée par Mysteria, qui s'adresse à 30 000 personnes aussi dans le secteur immobilier. Donc on a nos 3 newsletters qui drainent 100 000 à peu près personnes,
qu'on invite sur des webinaires très régulièrement. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils envoient à leurs amis, ou des fois on fait un peu des petites promos, on leur dit, bah tiens, si vous invitez 3 personnes qui ne connaissent pas Mysteria, à la fin, on fait gagner quelque chose, etc. Donc en fait, tu draines plein de gens qui lisent même pas la newsletter. Donc on fait beaucoup de webinaires gratuits. On présente notre stratégie et on veut garder ça, c'est on vous donne de l'info gratuite. Donc on fait 1 heure de contenu sur l'IA et à la fin on vous dit si vous voulez être accompagné, vous pouvez nous demander et on vous accompagnera avec plaisir. Ça c'est la grosse stratégie de croissance premièrement. Deuxième strate de croissance, c'est d'être très niché par métier. Là quand même, aujourd'hui on a 6-7 métiers où on est encore très fort. Et être niché par métier, ça veut dire pour nous faire le salon qui compte. Tu vois, Mysteria ne fait pas le salon de l'IA par exemple. Tous mes concurrents font le salon de l'IA. Moi je fais le salon des HLM. Salon des HLM, tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fais là-bas? En fait, il y a 1000 entreprises ou 600 entreprises HLM en France qui ont entre 100 et 1000 collaborateurs et qui ont besoin d'IA comme tout le monde. Et donc, quand je vais là-bas, je suis l'expert de l'IA pour le secteur HLM. Pareil chez les notaires. On fait le salon des notaires. On fait le salon des promoteurs immobiliers. On fait le salon des maires pour les collectivités. Mais on ne fait pas le salon Big Data, on ne fait pas le Vivatech, qu'on devrait faire et qu'on va faire un jour, je pense d'ailleurs. Mais à choisir aujourd'hui l'investissement, on le fait beaucoup plus sur ces salons-là. Donc on a beaucoup de croissance d'acquisition qui se fait comme ça. Des salons, du webinar, bouche à oreille, c'est la moitié de notre acquisition, quasiment. Une personne sur 2 nous dit « Mon pote travaille avec vous, il m'a dit de vous contacter, donc je travaille avec vous ». Parce que l'écosystème est encore petit, donc on a cette chance-là. On a l'impression que tout le monde fait de l'IA, mais en fait, les boîtes sont encore tout début. Donc forcément, dès qu'elles se questionnent, elles regardent autour d'elles, est-ce que tu connais quelqu'un qui vous a accompagné, etc. Et là, Mysteria ressort beaucoup. SEO, beaucoup. Ça commence à arriver bien, on commence à être bien positionné. Ça, c'est nos principales stratégies. Mais le coût d'acquisition, il est quasiment zéro. On a mis notre première ads Google début septembre. Ça fait 9 jours qu'on fait de l'ads sur Google, à des petits bons temps. On a fait notre première acquisition par un webinaire payant ce mois-ci aussi. Donc, avant ça, on avait 0 acquise payante. Là, je parle plutôt sur B2B. B2C, on a commencé un peu plus tôt à faire de l'acquisition payante, mais ça reste encore assez faible chez nous. Ça, c'est les principaux canaux. Et mon LinkedIn. Moi, j'ai quand même 27 000 personnes, je crois, qui suivent sur LinkedIn. Je publie tous les jours depuis 2 ans. Et ça draine quand même beaucoup de monde. Donc, tu vois, on a une vraie strate d'acquisition organique pour l'instant. Hormis les salons, tu payes quand même le salon, c'est pas gratuit, mais c'est des petits montants. Donc, salon plus organique, c'est le gros du gros chez nous aujourd'hui. Et souvent, là, je parle plutôt B2B que B2C, la personne arrive, je veux me former, bah, ça tombe bien, on est éligible au CPF, donc on les forme beaucoup avec le CPF. Là, on fait des chiffres en ce moment qui sont assez dingues. Tant mieux, le CPF accepte ça. On pousse auprès de l'État pour que le CPF soit dirigé beaucoup vers l'IA, parce que c'est quand même important pour le pays. Donc B2C, c'est assez classique. Ils regardent le webinar, ils demandent, ils prennent leur CPF et ils se forment chez nous. Côté B2B, la demande, elle vient beaucoup en disant je ne sais pas du tout par où prendre le sujet IA. Les boîtes, elles me disent ça. Elles nous voient en webinar, elles nous voient sur un salon, elles nous voient là où ce que j'ai mentionné, et elles me disent par où je commence pour mettre un petit peu d'IA. Et donc nous, ce qu'on pousse très souvent, c'est un petit audit pour commencer. Alors on va vous auditer, on va regarder ce dont il y a besoin, on fait une feuille de route et après on déploie la formation, petit développement sur mesure, etc. Mais c'est aujourd'hui principalement ça. Tu as très peu de boîtes qui viennent en te disant ok, j'ai un plan de formation en tête à l'IA, je cherche un prestat pour me faire ça. C'est assez rare. La plupart, c'est les amis, on a besoin d'aide, on ne sait pas par où prendre le truc, quoi. Ouais, on va y venir, mais avant ça, je rebondis sur un point que tu as évoqué qui est hyper intéressant, c'est le côté salon. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bah voilà, Vivatech, le salon de l'IA, etc., et j'en passe. Pour autant, cette stratégie, ou plutôt que de vouloir être un peu une crevette dans l'océan, tu deviens une baleine dans l'étang, c'est un peu l'océan bleu, l'océan rouge. Ouais. Tu arrives là-bas, tu es le seul acteur de l'IA, par exemple le salon du HLM ou d'autres salons que tu as cités. C'est assez dingue, et je pense que beaucoup devraient s'inspirer de ce type de stratégie si en fait on est un prestataire de service qui peut aider un ou plusieurs secteurs d'activité plutôt que d'aller dans son propre salon. Clairement, et ça plaît beaucoup aux gens aussi. Tu vois, moi, que ce soit sur les salons ou même en dehors des salons, moi je passe tout mon temps sur le terrain. D'ailleurs, je suis pas assez au bureau, c'est ce que je me reproche moi-même. J'aimerais plus y rester. Mais tu vois, hier j'étais à Niort, demain je suis à Toulouse, après-demain je suis à Toulouse. Je bouge tout le temps. Pas pour m'amuser, mais pour voir des clients. En fait, ils apprécient vraiment, et moi je trouve ça normal. Ils en ont marre du petit Parisien qui, depuis son bureau à Paris, explique la vie aux gens, de comment il faut faire ci, ça. Non, moi je leur dis, je ne vais pas faire ça, je vais venir vous voir en présentiel, puis on va discuter. Et en fait, quand tu fais ça, les gens sont tellement plus sympas, ils te mettent en relation avec plein de monde. Nous, c'est notre vraie stratégie. On essaye vraiment d'éviter le truc où je suis un peu la star de l'IA à Paris, que je ne suis pas, mais je pourrais très bien me prendre pour ça, tu vois. Et non, on essaye d'éviter absolument. On va sur le terrain, on va dans les salons, on rencontre les gens, on les connaît bien. Et on n'hésite pas, par contre, à leur dire écoute, ça se passe très bien entre nous. Tu vois, hier, je suis à Niort, je dis à la personne si tu peux me mettre en relation avec un de tes confrères, ça fait plaisir. On cherche un peu à se développer ici. Et tout le monde le fait. Quand ça se passe bien avec un client et que tu es sympa, tout le monde t'accepte. Et le taux de conversion, il est de 100%.
Quand quelqu'un te met en relation, le taux de conversion, il est vraiment de 100%. Donc, on joue beaucoup là-dessus. Et je pense qu'en effet, ça, c'est peut-être une erreur de la French Tech. J'ai vu récemment, je crois que c'est Payfit ou Conto, je ne sais plus, peut-être Payfit, le CEO qui disait, donc la boîte a 10 ans bientôt, créée en 2015-2016, ouais, elle doit avoir 10 ans. Et le CEO dit, il y a un an, allez, tiens, pour la première fois, je vais faire un tour de France de mes clients. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 9 ans, tu vois? Évidemment, il faut aller voir les clients. Alors, c'est plus facile à dire dans mon canapé qu'autre chose, hein, mais je ne vais pas critiquer non plus. Mais c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Je ne serais pas allé trop voir mes clients pendant 10 ans. Parce que le truc, c'était on lève tous beaucoup d'argent, on dépense à fond de l'ADS et on close. C'est bien, mais je trouve que là, il y a un peu un shift aujourd'hui où les gens veulent te voir. Et des concurrents, on en a plein. Donc, si les boîtes ne me voient pas, je ne suis pas meilleur en ads, je ne suis pas meilleur en je ne sais quoi. Donc, il faut qu'ils me voient, qu'ils aient confiance en moi. Et un, pour vendre, c'est mieux. Et deux, pour améliorer tes services. Quand tu vends du service, moi, je leur dis concrètement aux collaborateurs, ils font quoi, tu vois? C'est quoi leur problème de la journée? Je vais dans les équipes, je vais dans leur bureau très souvent. Et en fait, je remonte des mines d'or pour mes consultants je leur montre plein d'infos. Et du coup, même eux ont cette règle-là. Eux, je leur dis, quand un client veut vous voir à Brest, vous allez à Brest. Je m'en fous qu'on perde du temps, on va le voir à Brest. Et vous avez un salon du notaire, tu vois, c'est pas le truc sexy dans Paris, etc. Hein. C'est des fois dans des villes pas très connues. Des fois, c'est pas très gros. Bah, on y va, on s'en fout, on va voir nos clients, ils sont contents de nous voir, on est content de les voir. Et je trouve que c'est une stratégie commerciale qui marche très très bien. Et qui est sincère. Tu vois, c'est pas même plus que l'ADS. C'est la stratégie commerciale de l'ADS. Tu peux te dire, tu essayes de toucher les gens dans leurs émotions, etc. Et c'est le jeu, pourquoi pas. Là, quand tu vas les voir, c'est sincère, tu parles bien avec eux, tu dis voilà, moi je peux vous faire ça te va pas, on deal. C'est plus du business un peu plus terrain, quoi. Ça, j'aime bien. Complètement. Tu dis également que vous êtes dans un marché très concurrentiel, Ouais. ce qui est vrai. Aujourd'hui, n'importe qui, tu disais, bah, moi, tranquille dans mon canapé, je peux critiquer, mais finalement, aujourd'hui, n'importe qui, dans son canapé, dans sa chambre ou autre, avec un ordinateur, une connexion Internet, ou qu'il soit dans le monde, peu importe son âge, peu importe son bagage, il peut créer un site web et créer une agence IA avec des agents IA ou quelques personnes. Donc, effectivement, il y a énormément d'acteurs sur le marché. Tu parlais de LinkedIn aussi, où il y a énormément d'experts ou pseudo-experts qui sont présents. Ouais. L'idée, c'est pas de critiquer ou de montrer du doigt, mais c'est plus comment, outre cette stratégie que tu as évoquée, qui est hyper intéressante, le côté terrain, le côté terre-à-terre, lien, contact avec la clientèle, comment est-ce qu'on se différencie dans un marché extrêmement concurrentiel, où les barrières à l'entrée sont relativement faibles, où les marges sont également relativement faibles, et où la croissance, elle est hors norme? C'est dur, c'est dur. Donc les grands piliers, en effet, si je devais recommencer dans un autre écosystème, je me dirais, faut que tu vois les gens. Dans le consulting, faut que les gens ils te prennent aussi une mission de conseil parce qu'ils te connaissent, pas que parce que tu es le plus fort. Donc il faut voir les gens, ça c'est la première chose. Tu as un sujet d'échelle dans les agences quand même. Les agences de 2, 3, 4 personnes, ou même de 10 personnes, tu vas pouvoir faire du B2B avec des petites boîtes, mais quand tu vas avoir une boîte de 1000 personnes, je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, mais je pense que oui. Mais ils ont envie d'avoir une boîte très structurée en face d'eux, d'avoir un prestat très structuré. Donc, tu as quand même une course à l'échelle que nous, on est en train un petit peu de gagner par rapport à des concurrents. Donc ça nous aide. Nous, notre approche très pragmatique alors je vais parler plutôt sur l'IA, mais notre approche pragmatique de l'IA, elle plaît beaucoup. J'ai plein de concurrents qui disent on va vous créer des agents, on va vous automatiser 70% de notre business. Moi, je leur dis on va vous former ChatGPT, vous allez tous gagner 1 heure par jour. Même si on fait évidemment pas que ça, c'est ça plutôt la promesse. Et c'est beaucoup plus terre à terre. Et je leur dis, si on commence maintenant, dans un mois, vos 1000 gars, ils sont formés. Là, ça commence à être un peu concret. Donc, on essaie de mettre du concret, d'avoir une approche pragmatique. Ça, c'est plutôt par rapport à nos concurrents très gros. Parce que tu vois, par rapport aux petits, je joue l'aspect de la taille et de l'accompagnement. Moi, je dis, voilà, si tu te formes avec un indépendant, il ne va pas te suivre pendant les 2 prochaines années. Nous, tu as une boîte de 100 personnes, tu t'hésites entre nous, 100 collaborateurs et une boîte de 10. Ben nous, comme on est 100, on va te faire ta formation, on va te faire ton consulting, on va te faire une offre packagée. Et comme les gens sur l'IA sont... comme on a du mal à imaginer le besoin de demain des entreprises, ben nous, on leur dit, on sera en première ligne, quoi qu'il arrive, pour y répondre. Si demain, on sent qu'en fait, vous avez un peu besoin de faire du SEO en IA, vous avez besoin un peu de faire formation avancée ou de faire un petit peu de consulting à droite, on vous connaît tellement bien et on vous a déjà accompagné sur plein de choses, on va pouvoir vous accompagner là-dessus aussi, parce qu'on est gros. Donc, contre les petits concurrents, entre guillemets, je joue cette carte-là. Et contre les très gros que sont OnePoint, Artefact et compagnie, on essaie aussi de se débattre. Et là, on joue le pragmatisme. On dit en fait, la mission stratégique de BCG à 500 000 € pour vous dire que l'IA va vous aider à faire des comptes rendus. À nous, elle coûte 20 000 € et on va mettre du très pragmatique. Ça, c'était vraiment le sujet dès le début, c'est de se dire, on va faire des missions pratico-pratiques. J'ai vu plein de missions passer chez nos clients de gros du consulting.
Déjà, ils te vendent ça d'une fortune parce qu'ils ne se déplacent pas pour 10 000 euros. Donc, ils te vendent ça une fortune et c'est théorique. Il y aura de la productivité qui va être gagnée là, il y aura une réorganisation d'entreprise, du machin. Et mes clients ils me disent, j'ai reçu ça de X cabinet de conseil, qu'est-ce que j'en fais? Alors que moi, à la fin de la mission, je leur dis, bah, regarde, on a audité ton équipe développement. Ton équipe développement, on a trouvé 30 cas d'usage. Chaque cas d'usage, on t'a fait une vidéo démo de comment ils pouvaient faire le cas d'usage. On t'a mis le ou les outils qui pouvaient être utilisés. Combien ça allait te coûter en licence si tu en prenais une, si tu en prenais 5. D'ailleurs, combien tu as besoin de licences, on t'a donné aussi. Et là, en fait, à la fin de ça, la boîte, elle a quelque chose d'hyper concret. Donc, nous, on joue cette carte-là face au gros. Et quand on est chez des clients qui sont des gros corporates, où là, c'est soit nous, soit un OnePoint ou un Artefact ou un UI en face, on leur dit, ben, avec nous, vous n'aurez pas le tampon Artefact ou OnePoint, vous aurez un tampon Mysteria qui vaut beaucoup moins sur le marché, mais vous aurez quelque chose d'hyper concret. Donc, ça plaît quand même à beaucoup de grosses boîtes. Voilà comment on essaye un peu de se différencier entre les deux, entre le tout petit indépendant qui forme à l'IA des entreprises et le très gros qui fait des plans de développement très gros. Très clair. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas concrètement comment implémenter l'IA chez eux. Tu disais, bah, voilà, cliquez ici, faites un audit et on vous explique. Imaginons là que l'entreprise qui regarde cet épisode n'a pas la capacité tout de suite de pouvoir faire un appel ou avoir un audit. Ouais. Quels seraient les premiers grands conseils généralistes que tu partagerais à une entreprise, quelle qu'elle soit, disons de taille entre 500 000 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui aimerait implémenter l'IA dans son quotidien? Bah, le premier réflexe pour ceux qui n'ont pas forcément du budget pour se faire accompagner, prenez quand même des licences ChatGPT à vos collaborateurs. Soyez transparent sur l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire autorisez vos collaborateurs à le faire, mais comprenez ce qu'ils font avec. Ça, je pense, c'est assez important. Il y a quand même des sujets de sécurité, de données, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, prenez-leur des licences, regardez un peu ce qu'ils font. Mettez en place un petit comité IA. Il y en a beaucoup qui le font. 4, 5 personnes dans l'entreprise qui sont intéressées par le sujet. Et vous vous voyez une fois par mois, pendant une matinée, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. On ne pourra pas faire des grandes choses, mais au moins, il y aura des petits cas d'usage qui vont ressortir. Ça marche bien. Ça, dans les grands groupes, ils le font beaucoup. Nous, par exemple, on a une prestate d'accompagnement d'ambassadeurs IA. Plein de grands groupes qui nous disent, j'ai créé 50 ambassadeurs IA. Et leur rôle, c'est de faire ce que j'ai dit. Par contre, eux, ils se font accompagner par Mysteria parce que des enjeux qui sont gros, etc. Mais ça marche bien. Donc, faire un petit comité IA. Après, consommer du contenu sur YouTube, mais il y a tellement de contenu, c'est dur. Enfin, c'est le conseil classique, mais c'est dur en consommant du contenu sur YouTube de vraiment réussir à savoir quoi faire. Non, ou après, tu as des accompagnements. Des accompagnements de coaching un petit peu IA, hein, tu vois, qu'on connaît bien, qui fonctionnent bien. Moi, j'ai pas mal de CEO quand même qui me disent, je veux pas mettre 10, 20, 30 000 euros dans un audit. Par contre, je veux, moi, être accompagné pendant 3-4 mois pour bien comprendre le sujet. Et donc, nous, on fait beaucoup de coaching comme ça, où tu es en one-to-one avec ton coach et là, tu déroules. Donc, ça, c'est des choses qui marchent bien. Hein. Voilà, globalement, ce sera un petit peu les conseils que je donnerais pour des personnes qui n'ont pas trop de budget ou de commencer par une petite journée de formation qui n'est pas très chère et qui déjà te permet de voir beaucoup de choses. L'idée du comité, c'est vraiment intéressant, ce qui permet effectivement de responsabiliser 1, 2, 3 personnes dans ta boîte et leur dire, voilà, informe-toi sur le sujet, une fois par mois vous réunissez, puis par rapport au cas d'usage qu'on a au quotidien, on voit comment on peut l'implémenter progressivement. D'expérience, ça peut paraître un peu abstrait pour certains qui n'ont pas encore adopté l'IA, aussi fou peut-être que ça puisse paraître pour toi, moi, où on baigne dans l'IA au quotidien et on en parle aussi énormément sur entrepreneurs.com. Est-ce que tu peux expliquer ces fameux cas concrets, cas d'usage, où tu dis, vous allez gagner 1 heure par semaine par collaborateur, peut-être même 1 heure par jour par collaborateur à un certain moment. Des fois, c'est 15%, 20%, 30% de productivité en plus, sans parler même des coûts que ça permet d'économiser, parce que finalement, ChatGPT, $20 par mois, c'est absolument rien, mais tu le mets en relation avec d'autres outils. Tu parlais de GenSpark, pour ne citer que ça, mais il y en a tellement d'autres qu'on peut utiliser. On parlera aussi tout à l'heure de tous les outils et comment pas tomber dans la frénésie d'en utiliser 1500 et que ça ne serve à rien. Mais grosso modo, cas concret, comment on fait pour gagner ne serait-ce qu'1 heure par semaine pour chaque collaborateur? En termes de cas d'usage qui marchent bien, toute la partie commerciale des entreprises, il y a beaucoup de choses à faire. Toutes nos propositions commerciales, nous, elles sont faites en un clic et elles sont personnalisées, elles sont interactives, elles sont belles, elles sont détaillées et ça, impossible à faire sans IA. Donc moi, un peu ce que je te disais, je prends mon outil, j'envoie à Claude, j'utilise beaucoup Claude, qui me fait une proposition commerciale sous forme de site internet. Tu envoies ça au client, personne d'autre lui envoie ça, il y a un effet waouh qui est énorme, il a toutes les infos. Donc rien que ça, tu as gagné beaucoup de temps. Compte rendu, alors je disais la visio, mais même de rendez-vous avec un prospect. Moi, dès que je fais un rendez-vous en physique, je sors de mon rendez-vous, je prends mon téléphone et je fais un compte rendu.
et le compte rendu. Donc je lui dis voilà tout ce qui s'est passé, fais un mail récap et fais un WhatsApp récap pour mon associé. C'est tout bête, mais c'est fait en 1 minute et il y a beaucoup d'infos qui circulent. Donc ça nous gagne beaucoup de temps sur le long terme. Après, tout ce qui va être toutes vos analyses, après, ça dépend vraiment des métiers. Hein. Les cas d'usage sont tous très précis métiers, mais toutes vos analyses de documents, tous mes documents que je veux analyser, j'envoie ça à une IA, à Claude ou à ChatGPT, et je lui dis voilà, fais-moi une synthèse, fais-moi une analyse, compare-moi ces deux docs. Tu vois, si tu travailles avec des artisans, envoyer 5 devis d'artisans à Claude et lui dire fais-moi un tableau récap, ça c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Parfois, toute la gestion des mails, moi 100% de mes mails sont répondus avec de l'IA, 100%. J'ai un raccourci de ChatGPT, je lui parle, et en fait je vois le mail, lui il le voit aussi, je clique sur option espace, ça m'ouvre ChatGPT en tout petit, je clique sur le micro, et je dis bah voilà tu réponds à Alec pour lui dire que je serai bien là demain et que j'arriverai à 11h et que je veux boire un thé, et en fait il me fait le mail sous mes yeux direct, je copie, je colle, j'envoie. Ça me gagne un temps fou. Rien que ça, c'est sûr que c'est 40 minutes par jour. Donc, tu as quelques cas comme ça, le mail, les équipes commerciales. Bon, les équipes financières, tu as un peu moins. Pour le coup, j'ai un peu moins de cas d'usage en tête sur le financier. Les équipes RH, hein, toutes les boîtes ont des équipes RH. Préparer vos entretiens, écrire vos feuilles de poste, comparer un CV avec une fiche de poste. J'envoie les deux et j'envoie la fiche de poste et je dis dans les 5 CV, lesquels correspondent le mieux à la fiche de poste et pourquoi. Ça, nous, on le fait tout le temps. Tu vois, ça nous permet d'avoir une seule DRH qui fait des entretiens tous les jours. Ce qu'elle pourrait jamais faire sinon. Mais en fait, là, elle utilise de l'IA qui l'aide à faire tout ça. Elle donne, par exemple, fiche de poste CV à l'IA. Elle lui dit, prépare-moi les 15 questions d'entretien que je dois faire. C'est imbattable. Donc, toi, tu as plein de petits cas d'usage comme ça. Et dans tout ça, déjà, si vous en prenez un ou deux et que vous faites bien, vous gagnerez 1 heure par jour. Sûr à 100%. Par jour. Ouais. C'est vraiment ça l'équivalent. Et allez, on va mettre toute la partie communication qui fonctionne très bien. Et communication, c'est important. Attention, j'écris mon post LinkedIn avec de l'IA, c'est bien, ça peut marcher. Mais il faut toujours aller plus loin dans le cas d'usage. Moi, je dis souvent, par exemple, sur le cas du post LinkedIn, c'est bien d'écrire avec de l'IA, mais plutôt dites à votre chat GPT, je veux écrire ce post LinkedIn, j'ai cette idée-là en tête, aide-moi à en faire une série de 10 posts LinkedIn. Je veux que sur mes 10 posts LinkedIn, il y ait un fil conducteur. Je veux que dans mes 10 posts LinkedIn, j'en ai 3 qui soient plutôt à destination de mes prospects, 3 qui attirent la curiosité de mes clients, 3 qui attirent plutôt la curiosité de mes futurs collaborateurs pour la marque employeur. Et dans ces 10 posts LinkedIn, je veux qu'à chaque fois, tu me donnes des petits exemples, que dans chaque post LinkedIn, tu annonces un peu celui du lendemain. Tu vois, tu peux jouer comme ça avec lui, et là, tu vas voir qu'il va te créer quelque chose qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus puissant, plutôt que juste lui dire j'ai une idée de post LinkedIn, écris-le pour moi. Ouais. Ça marche. Moi, j'écris tout avec l'IA, donc ça fonctionne. Mais on peut aller plus loin. Tu vois, aujourd'hui, ces cas d'usage-là, ils sont un peu connus. Par contre, je vois personne qui l'utilise comme moi je fais là, à dire, OK, j'en veux 10. Je veux que chaque post LinkedIn ait un lien avec un post de Twitter que je vais faire le jour même, que ma newsletter, tu vois, franchement, on a une newsletter. Je lui dis tout le temps, prends ma newsletter, tu me la divises en plein de posts, tu annonces quelque chose, voilà, creuser un peu avec lui. Et ça, sur la communication, vous gagnerez beaucoup de temps aussi. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas cette volonté de creuser le sujet ou pousser la chose? Parce que ça paraît évident lorsque tu l'expliques, au même titre qu'on dit d'abord pose une question à la fois et puis après creuse, développe. Et c'est vrai que tu as des outils beaucoup plus poussés, tout en restant sur ChatGPT, mais juste dans ses fonctionnalités de deep search ou autre, où moi j'ai déjà eu le cas, je vais tellement le pousser au maximum qu'il va me prendre plusieurs jours pour sortir le résumé complet et je dois le follow-up toutes les 2 heures pour que je lui dise alors, tu as fini de réfléchir et boum, ça me sort un document de jusqu'à 80 pages. C'est comme ça que j'ai construit la vision d'entrepreneurs.com sur les 5 prochaines années par exemple. 80 pages qui ont été écrites entre ChatGPT et moi qui m'ai challengé et après je l'ai juste soumis à différentes personnes autour de moi pour voir si c'était challengeant. Mais ça n'aurait jamais été possible, ça m'aurait pris 4 mois à écrire ce document. Complètement. Pourquoi les gens ne creusent pas? Manque de temps, je pense que c'est quand même toujours le problème. Attends, les boîtes de services existent beaucoup parce que les gens n'ont pas le temps. Si tout le temps McKinsey, tu leur achètes 2 choses. Soit tu leur achètes de leur expertise, soit tu achètes le temps des consultants juniors que toi, tu n'as pas. Je pense que c'est un peu vrai dans tous les business. Et donc, nous, l'expertise, évidemment, on l'apporte un peu parce que tout le monde ne connaît pas tous les outils, etc. Et puis aussi, j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent, si j'ai pas quelqu'un avec moi, si je ne me bloque pas un créneau d'une journée et que je n'ai pas quelqu'un avec moi qui vient m'expliquer, je ne le ferai jamais. Et je les comprends. Et moi, le premier, moi, je me fais coacher des fois sur des choses où je pourrais me dire, écoute, j'ai assez de recul pour aller sur YouTube, me poser 1 heure, chercher un peu de GPT, un peu de tout ça et apprendre. Mais je ne le ferai jamais. Donc, je pense que c'est pas par ignorance, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut trouver le temps, s'obliger, se forcer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un gros biais sur l'IA, c'est que tu gagnes très vite du temps. Tu gagnes très vite un peu de temps et donc souvent tu t'arrêtes à ça. En fait, tu fais tes recherches sur ChatGPT et tu fais un peu de mail, tu vas déjà gagner beaucoup de temps.
Donc souvent, tu te dis, bah, c'est bon, je maîtrise déjà bien. Et tu fais jamais l'effort de te dire, ah oui, en fait, peut-être que je pourrais aller gagner non pas 1 heure, mais 2, 3, 4 heures. Ça, c'est un gros problème qu'on voit dans les boîtes, par exemple. Où j'en ai qui me disent, non, mais c'est bon, mes collaborateurs ils utilisent tous ChatGPT, c'est super. Ou alors d'autres moi, j'insiste beaucoup pour dire, GPT vous fait gagner du temps, ou l'IA, mais aussi beaucoup de qualité. Et c'est super dur de faire comprendre aux collaborateurs que ça va gagner de la qualité, parce que le gain de temps, il est beaucoup trop visible. Et c'est trop facile de gagner du temps. Donc ça, c'est aussi un biais, je pense, qui est un peu important. C'est de se dire, ah oui, ok, mais ça fait autre chose. Un peu comme, je sais pas, la suite Office, tu vois, on pourrait se dire, en fait, Outlook, on écrit tous que nos mails dessus. Je suis assez certain on pourrait pousser beaucoup plus la productivité sur Outlook. En fait, c'est tellement pratique d'écrire des mails et on n'a pas le temps de se poser trop dessus, donc on n'utilise que ça sur la suite Office. Or, sur l'IA, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un peu un frein. Et d'ailleurs, c'était le gros aspect de ChatGPT. Pendant 2 ans ou 1 an et demi, on ne pouvait pas faire de recherche Internet sur ChatGPT. Moi, j'utilisais beaucoup Perplexity, qui marche encore très bien. Et moi, je suis assez persuadé, le fait que ChatGPT puisse chercher sur Internet, c'est une fonctionnalité qui est basique pour eux. C'est facile à développer. Pourquoi ils ne l'ont pas développé pendant 1 an et demi? C'est pas parce qu'ils sont pas bons en OpenAI ou parce qu'ils manquent d'ingénieurs. Ils ont tout ce qu'il faut. Moi, je pense qu'ils n'ont pas voulu qu'on tombe dans l'écueil d'en faire un nouveau Google. Je pense qu'ils se sont dit, et ils ont raison, on a créé un outil qui est tellement puissant qu'on peut amener tellement loin que si dès le jour 1, on laisse la recherche Google, la recherche Internet se faire dessus, tout le monde va l'utiliser comme ça et s'arrêter. Et jamais creuser plus loin. Et donc pendant 2 ans, ils ont refusé de le mettre, à mon avis. Et aujourd'hui où ils le mettent, on sent que c'est une des fonctionnalités qui est le plus utilisée. Alors que mince, oui, on gagne un peu de temps en recherche, mais c'est pas ça l'objectif de ChatGPT, quoi. Donc ça, c'est un peu un biais. C'est que le premier gain de productivité est tellement rapide que les gens s'arrêtent un petit peu là sans trop se poser plus de questions. Qu'on oublie toute la qualité que ça apporte. Ouais. Et tu évoquais le fait d'avoir qu'une DRH qui utilise effectivement l'IA au quotidien pour pouvoir apporter qualité et productivité à toutes ces tâches. Pour autant, vous recrutez énormément de gens. On l'a évoqué tout à l'heure, maintenant vous êtes plus de 100 personnes. Combien de personnes vous recrutez en moyenne par semaine? Pourquoi je te pose cette question? Certes, parce que j'imagine le chiffre est intéressant de par la croissance, mais aussi pour faire prendre conscience à ceux qui nous écoutent à quel point l'IA peut permettre d'être beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, et en plus de ça, en qualité, parce que finalement, chaque recrutement, ne serait-ce que des intervenants externes, des indépendants que vous faites, est capital, parce que quand tu fais du service, c'est ta réputation que tu mets entre les mains d'un indépendant, chaque fois, pour chaque mission, pour chaque client. Complètement. Alors nous, on recrute, c'est pas régulier, on recrute plutôt par trimestre, je dirais. C'est pas toutes les semaines, tu vois, c'est plutôt par trimestre. Maintenant, on va recruter 15 personnes par trimestre, 15-20 personnes par trimestre, je pense, à peu près. C'est à peu près ça. Et en effet, on n'a qu'une DRH, mais ça, c'est que 5% de son temps parce qu'elle fait tout le staffing, elle prépare les formations, elle est directrice pédagogique aussi. Donc, c'est beaucoup. Moi, je trouve là où c'est le plus flagrant, là où tu as raison, c'est que les boîtes de services vont être transformées par l'IA. Et tu as deux choses. Tu as à la fois, on va pouvoir faire plus. Tu vois, grâce à l'IA, moi, en tant qu'entreprise de service, à l'époque, peut-être j'aurais fait qu'une boîte de formation. Aujourd'hui, je peux faire un peu de consulting, je peux faire un peu d'accompagnement, de coaching, parce qu'on est très outillé en IA. Deuxièmement, ça va faire péter les marges. Ça va être le sujet. Quand même. Il y a un sujet de marge dans le service qui va arriver, de se dire en fait, nous, on le voit, nous, on se price 2 fois moins cher sur des missions équivalentes à EY. Alors là, on a eu le cas sur une mission, un audit numérique d'une entreprise, on est 2-3 fois moins cher qu'EY. Et en fait, le résultat, la mission est finie, le résultat est le même. Et le gros sujet, le résultat, en tout cas la qualité du rendu est le même. Et le gros sujet, c'est que toutes ces boîtes-là, elles sont construites avec des couches de consultants qui sont payés pour faire des slides, qui sont payés pour faire des comptes rendus de réunions, qui sont payés pour faire des interviews collaborateurs, etc. Et ça, c'est fini. Et nous, par exemple, en utilisant de l'IA, ça fait que, alors tu as deux choix, soit tu fais exploser tes marges, ce qu'on aurait pu faire, soit surtout, nous, on baisse les prix et on fait exploser le volume. C'est ce qu'on a plutôt pris ce choix-là. Et ça, c'est un gros sujet des boîtes de services. Si tu es bien outillé en IA, ça, je prends une mission de conseil classique, nos grilles d'interview, elles sont faites par une IA. Je dis voilà qui j'interview, voilà le sujet, etc. Grille d'interview faite par une IA, on passe 0 temps. Quand on fait une interview, on enregistre l'interview et ensuite on envoie ça, plus la grille, plus notre grille d'analyse, ça nous fait toute une analyse de l'interview de la personne. Ça, c'est un consultant qui le fait normalement dans une boîte de conseil classique. Les slides, nous, je sais pas, les slides, on price peut-être le coût de création des slides, c'est peut-être 5% du coût d'une mission. C'est 30 chez EY, à mon avis. C'est les consultants qui font toutes les slides. Nous, non. C'est l'IA qui fait les slides. On lui donne tout le contenu, elle fait toutes les slides. Et tout le long, comme ça, tu as plein de petites choses qui sont faites avec de l'IA et qui fait que moi, j'ai des partenaires, ils arrivent à suivre 10 missions à 15 000 € la mission en même temps, tu vois, ou même un peu plus. Et ça, normalement, tu ne peux pas le faire non plus dans quelque chose de classique. Donc,
Ça, c'est un gros sujet. T'en as plein qui te disent, grâce à l'IA, les gens feront plus appel à des boîtes de conseil ou de formation. Moi, j'y crois pas. Tu auras toujours besoin d'un expert, tu auras toujours besoin d'avoir un intermédiaire, à mon avis. Ça fait longtemps qu'on nous dit que les intermédiaires vont mourir avec Internet, puis maintenant l'IA. Moi, j'y crois pas trop. Par contre, les boîtes, nos clients vont être beaucoup plus exigeants, ça c'est sûr. Et ils vont te dire, pourquoi tu me vends cette mission 20 000 euros alors que je sais que tu vas faire beaucoup avec de l'IA. Bah, du coup, nous, on dit, oui, on va pas te la vendre 20, on va te la vendre 10. Et en effet, on va être très outillé derrière. Ça, c'est un gros sujet de productivité. Peut-être toutes les boîtes qui font du SEO, les agences SEO, il y a un sujet IA qui va être énorme. Tu ne pourras plus pricer une presta de gestion de SEO aujourd'hui comme tu le priçais hier. Parce que la boîte, je ne vais pas te dire que tu vas écrire tes articles avec de l'IA, pas forcément. Mais tes recherches sémantiques, tes recherches de mots-clés, tes réflexions sur les thématiques, tout ça, tu vas te faire aider par de l'IA. Donc, soit tu fais exploser tes marges, soit tu diminues les prix par rapport à tes concurrents et tu vas croître en volume. Mais ça va beaucoup transformer aujourd'hui. Et en même temps, les grosses boîtes ne peuvent pas, elles, faire ça. BCG ne peut pas faire toutes ces slides par une IA. Parce que BCG, qui demain ne recrute plus, qui perd un peu de qualité, parce que tu perds un peu de qualité visuelle. Nous, nos slides, elles ne sont pas toutes pareilles, par exemple. Mais qui a dit que des slides d'une boîte de conseil devaient être. Que le deck 1 pour le client 1 doit être exactement le même que le deck 2 pour le client 2. C'est une norme, nous, nos clients, ils s'en foutent. Ils disent c'est beau, c'est structuré, c'est pratico-pratique. Le fait que le Lego Mysteria il soit là, alors que chez le client 2, il est en bas, on s'en fout. Donc nous, on perd zéro temps avec ça. Moi, j'ai fait un peu d'investissement, je passais mon temps à mettre le logo au bon endroit, à corriger les slides, à faire des dessins, des machins. Ah oui, les slides, elles étaient belles à la fin, mais ça avait coûté le temps d'un junior, ils sont payés 10 000 euros par mois là-bas, les juniors, ou 7 000 euros par mois. Et ça, tu le prices à ton client. Donc, un gros bouleversement des boîtes de conseil, des boîtes de services au sens large, où en effet, on va pouvoir faire beaucoup plus, à mon avis, grâce aux outils d'IA. Je rebondis justement sur la partie outils. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu sors d'un rendez-vous, quel qu'il soit, tu prends ton voice note et tu lui dis voilà ce que j'ai vu, tac, 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 fais-moi un email, fais-moi un truc, fais-moi un machin. Qu'est-ce qui fait que tu choisis d'utiliser ton voice note plutôt que par exemple mettre un upload sur la table ou enregistrer l'ensemble du meeting et puis faire une API automatisée qui va envoyer ça sur ChatGPT et puis sur Slack et puis avec des automations, tout faire ça. Ma question sous-jacente, c'est finalement comment choisir son usage au quotidien par rapport à la pluralité des outils qui sont face à nous. C'est un vrai sujet. Il y a 100 outils par jour peut-être qui sortent d'IA, de boîtes qui veulent lancer un SaaS, un truc, un machin, à chaque fois sur des fonctionnalités complètement différentes ou parfois similaires l'une de l'autre, tu n'arrives même pas à discerner à part la landing page ce qui diffère de l'un de l'autre. Comment choisir? C'est assez dur, il ne faut pas s'éparpiller, ça c'est clair. Il faut commencer par les généralistes, toujours. C'est encore une fois, creuser sur ChatGPT ou Claude, prenez l'un ou l'autre, peu importe, Claude est très bien. Mais creuser tout ce qu'il peut faire, moi ça c'est mon premier conseil. Ensuite, ce que je regarde, alors ça aussi ça va dépendre de B2B, B2C. B2C, amusez-vous, vous avez un panel assez large d'outils. Nous en B2B, on est contraint par la sécurité des outils, ça c'est clair. Jamais je mettrai un outil pas connu dans les mains d'une boîte, c'est impossible, c'est trop dangereux. Demain tu veux faire un concurrent de, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme outil sympa, Nuta qui est mon outil de réunion. Tu veux créer un Nuta aussi beau, aussi performant. Si tu es un Indien de 13 ans dans ton canapé à Bangalore, tu peux le créer. Grâce à l'IA d'ailleurs, tu vas créer le même outil. Donc c'est très dangereux parce que les boîtes elles se retrouvent face à plein d'outils beaux, performants, qui ont l'air sérieux. Certains sont des boîtes françaises, d'autres sont des gamins de 13 ans dans leur canapé en caleçon à Bangalore. Donc il y en a un qui t'a envie de faire plus confiance que l'autre. Sauf que les boîtes ne savent pas qui est derrière les outils, qui sont derrière les outils. Donc nous on passe beaucoup de temps à leur dire ok, prenons l'exemple du compte rendu de visio. C'est un besoin que vous avez, il faut mettre un outil. Nous on va vous screener tous les outils et voir lequel est vraiment sécurisé. Parce qu'attention à ne pas envoyer toutes vos données sur des choses pas sécurisées. Donc en entreprise on fait comme ça. On regarde tous les cas d'usage, on se dit il y a 6-7 outils qui peuvent être intéressants pour vous. On regarde le budget et en fonction du budget, on dit va falloir focus sur 2-3 outils, en tout cas sur 2-3 thématiques d'outils et sur ces thématiques, on vous prend le plus sécurisé. Ça, c'est un peu notre approche en B2B. En B2C, évidemment, vous êtes un peu plus libre parce qu'on touche moins d'informations confidentielles, etc. Bon, là-dessus, moi, je vous dirais plutôt tenez-vous un peu au courant des derniers outils qui sortent. Sur des newsletters, sur Mysteria, on parle souvent des derniers outils. Alors, il y a des listes à l'après-vert que je vous déconseille. On fait des listes d'outils qui ne sont pas, enfin, pas nous, mais les gens font des listes d'outils qui ne servent pas à grand-chose. Regardez plutôt les outils qui lèvent de l'argent. C'est tout bête, mais moi, ça, c'est un sujet. C'est quand je vois qu'il y a un super outil de slide, de génération de slides,
je me dis est-ce que je l'utilise ou pas, je vais taper sur internet quels sont les meilleurs outils de génération de slides en IA, je regarde ceux qui ont levé de l'argent, ça veut dire qu'ils sont plus sérieux, qu'ils sont là pour durer, etc. J'essaye d'éviter le petit outil chinois inconnu, tu vois Genspark, on a beaucoup hésité au début, on a vu que c'était sérieux, il y a des grosses boîtes qui l'utilisent, on a vu qu'ils ont levé beaucoup d'argent, bon la proba que tout le monde se trompe est aussi un peu faible, donc moi je regarde beaucoup comme ça, et en effet prenez 2 outils, 3 outils maximum, regardez là où vous avez le plus de besoins, tu vois par exemple moi les comptes rendus, je le fais avec ChatGPT, mes comptes rendus, parce que je fais peu de comptes rendus dans lesquels je peux mettre une carte comme Claude, donc ça, j'utilise pas. Et j'utilise pas Slack, j'ai pas de besoin que ça envoie des mails automatiques, etc. Donc là, pour le coup, je me dis, moi, mon cas d'usage, c'est plus de me faire des petites voice notes et d'avoir des petits comptes rendus que j'envoie en copier-coller directement. Donc, moi, je regarde le cas d'usage comme ça, et en fonction, j'en prends deux, trois outils, mais ça suffit. Perplexity reste en gratuit. Restez d'ailleurs en gratuit, sur tout ce que vous pouvez utiliser en gratuit. Du Perplexity en gratuit, moi je prendrais un ChatGPT payant, un Perplexity gratuit, un Genspark peut-être payant, c'est quand même un outil hyper puissant, Genspark ou l'équivalent Manus. Et puis c'est un peu le futur de l'IA, donc ça vous permet de voir quelque chose. Quand vous avez déjà ces trois-là, 99% du monde entier n'utilise aucun des trois. Hein, donc déjà avec ces trois-là, ça fait 3 fois 20 € par mois, ou même Perplexity est gratuit, donc plutôt 2 fois 20 € par mois. Vous faites déjà beaucoup de choses. Complètement. Voilà. Tu parles de ChatGPT où tu fais tes petits rapports. Tu l'utilises comment, toi? C'est ChatGPT, toute une nouvelle discussion, ou tu as créé un GPTs, ou tu as créé un agent sur ChatGPT? Alors moi, j'ai créé peu de GPT, voire pas, de mon côté. Après, j'ai un métier un peu spécial. Hein, c'est que je suis sur le terrain toute la journée quasiment, je fais des conférences toute la journée, donc j'ai moins de cas d'usage de bureautique. Donc j'ai pas créé de GPT, enfin j'en ai créé plein, mais j'en utilise pas au quotidien. Okay. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est un GPT? Ouais, un GPT, pardon, c'est... Donc en fait, le problème de ChatGPT, c'est qu'à chaque fois que je veux l'actionner, je lui donne une nouvelle instruction, un nouveau prompt, il se souvient pas de moi. Alors maintenant, il y a la mémoire, etc. Ça s'améliore, mais globalement, partons du principe qu'il repart un peu d'une feuille blanche. Or, moi, je pourrais avoir envie de, par exemple, je ne sais pas, prendre un cas d'usage, je suis agent immobilier, tous les jours, je fais des visites, j'ai une trame de compte-rendu de visite que je veux que ChatGPT respecte, j'ai pas envie de lui réexpliquer à chaque fois la trame de compte-rendu de visite. En plus, je fais que des visites en anglais, donc je veux que mon compte-rendu le traduise en anglais, j'ai pas envie de lui réexpliquer à chaque fois comment faire et ma trame et de l'anglais. Donc je me dis, je vais créer un petit robot à qui j'apprends à faire ma trame et à parler en anglais. Donc sur ChatGPT, vous pouvez, ça s'appelle créer son petit robot, créer son GPT. Vous lui mettez une instruction. Donc là, moi, l'instruction, ce serait de lui dire à chaque fois que je vais t'actionner, tu vas me faire cette trame d'entretien, tu vas répondre en anglais, etc. Vous pouvez lui donner des documents dont il va s'inspirer. Donc moi, je lui dirais, regarde en pièce jointe, je t'ai mis des documents de trame en anglais dont tu vas pouvoir t'inspirer. Ça, je lui donne une bonne fois pour toutes. J'appelle mon robot compte rendu visite. Et maintenant, à chaque fois que je vais aller sur ChatGPT, plutôt que de reprendre ChatGPT et lui dire tu es un expert en visite, tu vas faire ma trame, etc. Je vais sur le robot que j'ai appelé robot compte rendu visite. Et là, je vais juste lui dire je viens de visiter un bien, etc. Et automatiquement, il se rappelle qu'il doit me le faire la trame qu'il connaît, s'inspirer de mon document et le faire en anglais. Et donc, comme ça, vous pouvez ce qu'on appelle donner des pré-instructions, des documents de référence que vous n'avez pas besoin de leur donner à chaque fois. Ça marche bien. On a beaucoup de chatbots RH dans les entreprises. En fait, ils mettent toutes leurs procédures RH derrière un robot. Ils publient ça sur ChatGPT. Le robot s'appelle assistant RH. Et dès que quelqu'un arrive dans l'entreprise, il parle à l'assistant RH. Il lui dit quand est-ce que je prends mes congés, quand est-ce que je fais ci. Et en fait, l'assistant RH sur ChatGPT, il va questionner le fameux document que les équipes RH lui ont donné il y a 2 ans, il y a 2 mois. Et ça permet comme ça de donner des pré-instructions. Donc voilà, ça c'est un robot, ça marche bien. On peut en faire beaucoup des GPTs. Mais moi, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Et pourtant, je pense que je questionne 30 fois par jour ChatGPT. 20-30 fois par jour à peu près. Sur tout un tas. Je prépare mes rendez-vous quand même avec ça. GPT/Perplexity. Je prépare mes rendez-vous avec ça. Je vais voir quelqu'un, je dis donne-moi les 3 actus sur ce client-là. Donne-moi ces 3 actus. Voici ce que j'ai vendu chez un de ses concurrents. Dis-moi un peu comment, en fonction de ces actus, je peux adapter mon discours aujourd'hui. Ça, j'utilise beaucoup. Ça m'aide bien. Préparer des argumentaires commerciaux. J'utilise un petit peu. Mais pas encore de GPTs. Il faut que j'en trouve un qui m'aiderait bien. Puis ça bouge tellement. En fait, pour le coup, mon taf, c'est aussi de tester un maximum d'outils sans arrêt. Parce que la hantise du consultant, c'est d'arriver chez un client qui connaît mieux ou qui connaît un outil que vous ne connaissez pas. Donc, quand c'est des outils pas connus du tout, ça va, c'est pas très grave. Je lui dis, écoute, on n'en ouvre pas 100 par jour. Par contre, sur les 10, 15, 20, 30 qui sont assez sérieux, qui évoluent un peu, moi, je suis sans arrêt en train de les tester. Ce qui fait que je passe moins de temps sur ChatGPT, par exemple. Et plus sur Genspark, Claude. Tous les jours, je pense que j'utilise un peu Genspark, un peu Manus, un peu Claude. Nuta tous les jours.
Delos, qui est un outil français tous les jours. Donc tu vois, je suis plus à tester un peu tout plutôt que d'avoir mon process moi bien calé sur ChatGPT. Tu fais bien de spécifier ce point à l'évolution justement des outils qui est ultra rapide. Déjà, quand on voit l'évolution de ChatGPT en 2 ans, c'est juste phénoménal. Avant, on ne pouvait même pas faire des images. Enfin, ChatGPT, le tout premier, c'est quoi? C'était 2.5 ou Ouais, c'était le 3.5. 3.5 qui est Ouais, sorti. 3.5, 3.5, ouais. c'était assez fou. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu une dizaine de versions en tout. Maintenant, Ouais. il n'y a plus que la 5 5, qui est accessible. L'évolution d'usage, elle est dingue. Je pense qu'on en est qu'à une étape par rapport à tout ce qui va suivre. Et ça multiplié par des centaines d'outils. Je dis des centaines, je pourrais dire des dizaines de milliers, mais on va dire des centaines pour ceux qui sont plus ou moins sérieux, quelques dizaines qui sont vraiment très sérieux, et puis une quinzaine, comme tu le dis, sur lesquels on peut avoir confiance et puis on peut vraiment développer et avancer. Comment on fait pour être constamment à la page et pour autant développer une entreprise en hypercroissance? Parce que ça nécessite de faire de la veille concurrentielle, d'une part sur ses concurrents, d'autre part sur ses outils, et en plus d'être concentré sur la croissance de sa boîte qui fait x2 par an. Comment tu fais? C'est dur, c'est très dur. Moi, je fais 1 heure de veille par jour. Ok. 1 heure de veille par jour. En fait, je m'oblige à publier, ça c'est un truc qui est pas mal, comme je m'oblige à publier tous les matins sur LinkedIn, je n'ai pas le choix que de faire de la veille, parce que si je ne fais pas ma veille, j'ai rien à dire, entre guillemets. Donc je fais de la veille tous les matins, de 8 à 9 heures, sur l'IA, je vais sur Twitter, Twitter à fond. Twitter, plus une newsletter que j'aime bien, américaine, qui s'appelle The Rundown. C'est l'équivalent de Mysteria, mais en anglais, ou Mysteria est un équivalent de The Rundown, mais en français, te le dire comme ça. Donc moi, je fais ma veille comme ça, 1 heure par jour, à peu près, pas tant sur les outils, d'ailleurs. Je la fais un peu sur les outils, mais beaucoup plutôt sur l'actualité. C'est important pour moi de savoir est-ce qu'OpenAI est en train de développer d'autres choses. Est-ce que Mistral a fait un partenariat avec Orange? Si oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas eux d'ailleurs qui l'ont fait, c'est plutôt OpenAI. Mais tu vois, j'essaye plutôt moi de comprendre un peu l'écosystème macro, comment évolue Copilot au sein des entreprises. Donc moi, je fais beaucoup de veille là-dessus. De mon côté, plus on a des veilles en interne. Toutes les semaines, tous les formateurs Mysteria et tous les consultants de Mysteria sont formés par un externe qui vient me faire de la veille. Donc moi, je participe aussi et j'écoute ça. Donc ça, nous, c'est la veille qu'on fait en interne, ce qui fait qu'il y a peu de chances qu'il y ait un sujet d'IA que je ne maîtrise pas aujourd'hui. C'est impossible. Et pour quelqu'un dont ce ne serait pas le business à plein temps, moi, je n'ai pas le choix, c'est mon business à plein temps, puis j'adore faire ça. Mais à minima, lire une newsletter. Moi, une newsletter, celle de Mysteria, c'est 1 fois par semaine. Il y a 5 actus. Une actu, c'est 8 lignes à lire. Si tu lis ça, tu connais tout sur l'IA. Enfin, tu connais tout. Tu es au top un petit peu de ce qui se fait en IA. Et tester un petit outil par semaine. Tu vois, dans le week-end, je me teste un petit outil. Ça, les gens peuvent le faire assez facilement. Déjà, avec ça, toujours pareil, avec ça, vous serez meilleur que 95% de vos concurrents. Et il vaut mieux se tester 1 ou 2 outils et bien les déployer jusqu'au bout. Vos concurrents ne le font pas, donc faites-le, plutôt que de se dire j'en teste 2-3 par semaine et en fait, il n'y en a aucun que vous allez mettre en prod. Donc moi, je dirais lisez une newsletter, Mysteria ou une autre, et testez un outil toutes les semaines, un petit outil. Et déjà, vous allez voir beaucoup de choses. D'ailleurs, dans The Rundown, c'est très bien, parce que The Rundown, c'est une super newsletter. Elle est en anglais, hein, mais elle vous donne les 3-4 actus comme nous. Et en plus, ils donnent un peu des cas d'usage d'entreprise et ils décrivent un outil un peu plus en profondeur, en disant voilà ce qu'il fait, voilà ce que les entreprises peuvent faire avec. Donc, c'est pas mal. Franchement, rien que ça, c'est bien. Et il faut se discipliner, pour ceux qui adorent l'IA, mais dont c'est pas le business, il faut se discipliner pour ne pas tout creuser. Parce que on voit c'est infini. C'est infini, puis on voit tout et n'importe quoi. Et ça va dans tous les sens, donc faut pas trop. Nous, on faisait ça au début, on creusait tout, mais au bout d'un moment, tu as envie de sauter par la fenêtre, quoi. Donc il faut se discipliner un peu, se dire il y a plein de choses en IA. Je suis Mysteria ou Rundown qui sont très sérieux. Je regarde un peu ce qui se fait et déjà, je me serais pas mal. Tu as évoqué à plusieurs reprises la confidentialité, les données. On pourrait même parler du RGPD. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que des fois, certains, on le voit, disent non, mais l'IA, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire de nos données, on peut tout perdre, c'est trop dangereux, etc. D'autres qui disent mais non, pas du tout. Lorsque tu prends juste l'abonnement, eh bien, tu cliques sur cette coche et puis c'est complètement sécurisé. Vous qui au quotidien implémentez ça dans les boîtes, auprès d'entrepreneurs, auprès de particuliers, c'est quoi la vérité? Il y a un gros sujet, c'est que la plupart des outils d'IA sont américains. Et ils vont rester américains. Je ne sais pas si tu as vu les dernières levées de fonds, mais donc OpenAI va lever quasiment 100 milliards à 500 milliards de valorisation. On parle d'une boîte privée qui va valoir 500 milliards, hein, qui n'avait pas de produit il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc ça, c'est la première. Son concurrent Anthropic vient de lever 18 milliards ou 14 milliards à une valo de 200 milliards. Donc on ne rattrapera pas ces gens-là. Il faut oublier Mistral, en parallèle, qui est le français, vient de lever 1 milliard à 14 milliards de valo. 14 versus 180 versus 500. Les Américains, dès qu'ils lèvent la main, ils trouvent 50, 100 milliards où ils veulent, partout dans le monde. Donc je pense que ça, on ne rattrapera pas. Donc les gros acteurs de l'IA sont américains et vont le rester. Donc il y a un sujet, c'est que la donnée que vous mettez dans ces outils-là, elle part aux États-Unis.
Ça, c'est clair. À minima, parce qu'OpenAI est en train d'ouvrir des serveurs, notamment en Europe. À minima, elle peut peut-être partir en Europe sur Microsoft Copilot, elle peut rester en Europe aussi, mais sur des serveurs qui appartiennent à des Américains. Et c'est assez marrant parce que très souvent, sur l'IA, on entend beaucoup le fait que ça va nourrir les modèles, ça va entraîner, toute la donnée qu'on met dedans va nourrir les modèles américains, etc. Et nous, on a plein de clients qui nous disent « Ah non, je ne veux pas du coup de ChatGPT, c'est le grand méchant loup. Par contre, j'utilise SharePoint. » Les amis, SharePoint, ce sont des serveurs qui appartiennent à Microsoft, de la même manière que les serveurs OpenAI sont des serveurs Microsoft. Le problème, par contre, derrière tout ça, c'est que le serveur Microsoft, il est sous le Cloud Act américain. Cloud Act américain qui nous explique qu'en fait, les Américains, c'est l'extraterritorialité du droit américain. À tout moment, le gouvernement américain, ou la CIA, enfin en tout cas les grandes instances publiques américaines, peuvent mettre la main sur 100% de la donnée qui appartient à des entreprises, qui est stockée par des entreprises américaines, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'un serveur Microsoft qui soit dans le Mississippi, à Saint-Étienne, à Toulouse ou en Pologne, si c'est un serveur Microsoft, on peut mettre la main sur les Américains peuvent mettre la main sur la donnée n'importe quand. Donc, nous, on dit beaucoup, OK, en entreprise, on va mettre des outils sécurisés, à savoir qu'ils n'entraînent pas les modèles. Ça, pour le coup, il faut faire attention. C'est dommage, faites attention sur la version gratuite d'ailleurs des outils. Tout ce que vous mettez sur Claude gratuit, GPT gratuit, Perplexity gratuit, ils prennent et ils entraînent leur modèle avec. La proba qu'on retrouve ce qui a été dit demain dans un modèle entraîné, elle est nulle, quasiment. Mais quand même, moi je conseille de ne pas faire ça et les entreprises, on ne les met jamais sur ces versions gratuites. À partir du moment où on a pris les versions payantes de ces outils-là, ces versions payantes respectent RGPD. Et ces versions payantes, elles n'entraînent pas. Quand vous êtes sur une version payante, je vais prendre ChatGPT qui est soi-disant le moins sécurisé. Quand vous êtes sur la version payante, ils n'entraînent pas leur modèle avec vos données, ça c'est la première chose. C'est RGPD, donc vous pouvez supprimer vos données, etc. Par contre, oui, ça va transiter via du serveur américain. Mais vous transitez déjà tout via des serveurs américains. Donc moi je dis souvent c'est un faux problème qu'on essaie de s'inventer aujourd'hui, mais il fallait peut-être plutôt se poser la question il y a 10 ans quand le cloud est né. Parce que le gros problème c'est qu'on n'a pas de cloud français. Et c'est ça le vrai sujet. C'est qu'en fait si on avait un cloud français, là on pourrait dire ok, OpenAI, tant qu'ils n'ont pas leur cloud chez des Français, tant qu'ils ne sont pas abonnés à OVH, je le dis comme ça, bah ok on ne les utilise pas. Mais on n'a pas de cloud français, on a OVH, mais qui est minuscule par rapport aux géants Microsoft, Amazon, etc. Et donc aujourd'hui, on est dans l'obligation, tout ce qu'on utilise au quotidien est stocké sur des serveurs qui appartiennent à des Américains. Et ça, malheureusement, ça ne bougera pas. Donc, faire attention, oui. Ne pas utiliser n'importe quel outil, oui. Prendre des outils payants en entreprise et pas gratuits pour éviter qu'ils entraînent leur modèle, oui. Mais avoir une psychose généralisée qui dit qu'on ne peut utiliser que du Mistral parce qu'il y a le problème de la donnée, non. Si on veut utiliser Mistral pour de la souveraineté, parce qu'on veut pousser des entreprises françaises, ok, ça c'est très bien et il faudrait qu'on soit un peu plus patriotes comme ça tous, pourquoi pas. Mais l'argument de la donnée, il faut faire un peu attention. Parce que la donnée, moi j'ai vu des codires qui me disaient jamais je déploierai ChatGPT. Et pendant le codir, elle donne à son collègue, elle dit attends, tiens, je t'ai envoyé le bilan par WhatsApp. Je dis, mais WhatsApp, c'est quoi si ce n'est un outil non sécurisé avec 100% derrière, ça va dans les serveurs américains, c'est stocké sur les serveurs pour le coup, là, c'est pas du tout RGPD. Donc tu vois, il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus. C'est normal, on n'a pas été trop sensibilisé à ça. Mais quand tu n'es pas sensibilisé, plutôt que d'avoir des grands principes, bah dis on va faire attention, on va regarder et on va pas trop faire de bêtises. Mais les grands principes de on interdit au grand jamais les chats GPT et compagnie. Par contre, on se parle sur WhatsApp dans l'entreprise. Bah, ça, c'est pas très cohérent. Complètement. On a beaucoup parlé de l'usage en entreprise, grands groupes ou autres, entreprises, entrepreneurs. Et puis, tu parlais de particuliers aussi que vous formez. C'est quoi les usages qu'on peut faire dans notre vie personnelle, que ce soit pour se former, apprendre, mieux gérer peut-être ses finances, faire du sport, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Tu en as déjà dit pas mal qui fonctionnent bien. Vous pouvez l'utiliser comme un coach perso. Moi, j'aime bien. J'utilise comme un coach perso. Avec beaucoup de recul. Faites attention, il y a eu des problèmes de gens qui se sont suicidés avec des IA pas sécurisés. Donc déjà, quand vous faites ça, faites-le sur des IA plutôt grand public, comme ChatGPT. ChatGPT, le jour où il pousse un peu quelqu'un au suicide, dans la milliseconde, il y a des gens qui scrutent tout ce qui est dit sur ChatGPT. Donc ils sont très surveillés, donc ils ne peuvent pas trop. Par contre, il y a des IA open source qui peuvent vous faire n'importe quoi. Donc faites plutôt ça moi je fais ça sur ChatGPT. Mais j'ai un coach perso, où je lui dis tout, en fait. Et ça aussi, chacun fera ce qu'il veut. Je ne sais pas si c'est la bonne pratique. Moi, je lui donne tout. Je pars du principe que ma donnée de santé, elle est gérée par Apple aujourd'hui. Je donne tout, je suis sur un Whoop américain, ça envoie tout sur mon iPhone qui est chez Apple. Donc ma donnée de santé, moi, elle est déjà chez les Américains. Je pars du principe qu'ils ont plus à m'apporter en positif qu'en négatif en connaissant toutes mes datas. Donc en tout cas, moi j'ai un ChatGPT qui connaît tout sur moi et c'est un coach perso.
C'est-à-dire que je lui parle 2-3 fois dans la semaine sur ce que je fais, sur ce qui va pas, etc. Et plutôt que de lui dire tu es un psychologue, parce que je ne sais pas si j'en ai le besoin, je lui dis plutôt donne-moi des actions que je peux mener pour améliorer un peu ce que tu sens être moins bon chez moi. Tiens, je t'ai dit pendant 3 semaines que j'ai pas eu le temps de voir mes potes parce que j'ai trop bossé. Bah lui, quand je lui explique tout ça, alors sans être très concret, je lui dis juste voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, ça, etc. etc. Bah lui, il va me dire attends, je me rends compte que tu n'as pas vu tes potes depuis 3 semaines, donc envoie un message à 2-3 potes à toi, savoir comment ça va te relancer dans le truc et vous allez bloquer un petit déjeuner, tu vois. C'est des choses toutes bêtes, mais moi ils mettent beaucoup sur ça. Tu vois, un truc tout bête sur ma vie perso. Moi je me rends compte, je taffe tellement la semaine que je me retrouve le vendredi soir à 22h, je plie l'ordinateur et je dis qu'est-ce que je fais le week-end. Sauf que tes potes, ils attendent pas à 22h pour savoir ce qu'ils font le week-end. Donc tu te retrouves à voir un peu les mêmes personnes, à faire les mêmes trucs. Bah, tu parles de ça avec ton IA pendant 2-3 semaines, je parlais même pas de ça, je parlais de ma vie. Et lui, il a fini par me dire attends, moi, ce que je te conseille, on va faire un truc. Un week-end, pose-toi, prépare un peu tes week-ends sur les 6 prochaines semaines, et au moins, tu seras plus dans la course de chercher ci, de chercher ça. C'est tout con, mais ça a changé ma vie. Genre, vraiment, je suis beaucoup mieux depuis que je fais ça. Donc, tu vois, j'ai un coach perso comme ça qui m'aide un peu sur ces sujets-là. Des fois, il me dit, il me dit, t'aimerais améliorer quoi chez toi en tant qu'entrepreneur. Je sais pas, je lui dis, ben voilà ce que je fais. Il me dit, bah attends, je pense que tu gagnerais à être plus créatif. Et donc, je lui dis, bah donne-moi des exercices de créativité. Et là, il m'a donné un exercice récemment de créativité qui est génial. Tous les matins, il m'envoie, alors je l'actionne, hein, mais il m'envoie tous les matins une thématique, par exemple. Enfin, en gros, il m'envoie une thématique où je dois trouver 10 idées. Par exemple, il va me dire, imagine 10 fonctionnalités que tu pourrais acheter sur Facebook. Le lendemain, il me dit imagine 10 entreprises que pourrait racheter Snapchat et pourquoi. Imagine 10 modèles de Tesla que Tesla pourrait créer et pourquoi. C'est un exercice de créativité qui est hyper intéressant. Ben ça, c'est lui qui me l'a donné. Parce qu'il m'a dit dans ton taf, tu vois beaucoup les mêmes personnes, tu déballes souvent les mêmes conférences, donc ta créativité perd un peu. Ça, c'est un gros sujet, moi, que j'adore, le coach perso. Et évidemment, vous pouvez rentrer toutes vos données, hein. Moi, mes données de santé, mais alors là aussi, chacun fera ce qu'il veut. Je pense que s'il y en a qui nous écoutent dans les commentaires, etc., tout le monde ne sera pas d'accord. Mais moi, il trouve des choses dans mes prises de sang que mon médecin ne trouve pas. C'est véridique. Et là aussi, je ne vous conseille pas de vous faire soigner à partir de GPT. Mais lui dire, voilà ma prise de sang, t'en penses quoi? Moi, il connaît mon mode de vie, donc très vite, il me dit, ben, t'as pas de sommeil, voilà pourquoi ce truc-là, il est élevé. Mon médecin, non. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Alors, il y a peut-être des IA plus sécurisé que ça pour le faire, mais voilà, moi je donne beaucoup de perso et après évidemment tout ce qui est programme de sport, ça je le fais beaucoup. Qu'est-ce qui va me faire se former? Tiens, j'ai telle thématique. Ah bah tiens, si j'en ai un que j'utilise depuis peu, que j'adore. Quand je lis le journal, tous les matins je lis les Échos et il y a plein de trucs que je comprends pas. Capture d'écran, explique-moi avec des mots simples, c'est magnifique. C'est vraiment des trucs de tiens, pourquoi l'augmentation de la dette dans tel pays, elle a un impact sur le taux d'emploi des jeunes dans tel autre pays. Là, il l'a expliqué vite, j'ai pas compris. Hop, photo à ChatGPT et il m'explique. Et en fait, ça apprend tellement beaucoup plus vite avec ça. Et ça, c'est un pur truc perso ou qui marche dans la vie pro aussi, hein, mais un truc perso qui marche bien. Et autre point, c'est un dernier, qui est moins apprentissage, mais sur les films, je me suis rendu compte récemment, je regarde un film, un Nolan ou je sais plus quoi, qui était un peu complexe. Il y a une scène que je comprends pas. Je me dis, il fait référence à un truc, le gars, mais j'ai pas compris quoi. Et je demande à ChatGPT et il m'explique. Et en plus, parce qu'il connaît le film, il a lu 1000 forums où les gens expliquent et il te débloque. Et ça, c'est assez cool. Tu regardes la fin du film et tu comprends pourquoi il a fait ça et tout. Bon, plein de cas comme ça. Il y a plein d'exemples, effectivement, et tu évoques le fait de l'analyser les prises de sang. Ouais. Dans le cadre du coach de santé, etc., ou la data qu'une Whoop ou d'une Apple, peu importe, viendrait à te donner. C'est des bons exemples que j'ai fait moi aussi et que j'utilise moi aussi. Hein, au quotidien, j'utilise l'IA. Pour autant, il y a eu un effet assez déceptif, en tout cas perçu par les gens au global, lors de la sortie de la nouvelle version de ChatGPT, GPT-5, où ils avaient évoqué le fait que, au minimum, toutes les réponses à certaines questions étaient d'un niveau doctorant, que ça allait être beaucoup plus poussé, etc. Moi, je n'ai pas été forcément déçu par cette nouvelle version. Toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi il y a eu cet effet? Est-ce que c'est parce que ça a tellement évolué les précédentes fois qu'on s'attendait à quelque chose d'incroyable? Ça peut être intéressant. Je pense que c'est un bon mix en effet de tout ça. À mon avis, le modèle est meilleur. Le modèle est meilleur, il n'y a pas de débat. Ouais. Ça, c'est sûr, tout le benchmark, le modèle est meilleur. Le modèle a évolué. Est-ce qu'il est un peu, il a une manière de vous répondre qui est un peu différente. Et en fait, c'est super dur pour un œil humain de dire il est meilleur ou moins bon. Ça veut dire quoi, un modèle meilleur? En fait, j'ai plein de gens qui me disent, comme il me répond de manière différente, il est moins bon. Bah non, ça, pas forcément. Donc, il n'est pas moins bon, il répond de manière différente, ça c'est sûr. Il y a un gros biais aussi, comme tu l'as dit, il a tellement évolué entre la version 3 et 4 et entre la version 4 et O1
que maintenant, les évolutions, elles sont plus marginales, ça c'est sûr. Donc on s'attendait à un jump énorme. Non, il est moins gros le jump, ça c'est sûr aussi. Et puis on s'habitue, quoi. On s'habitue au modèle d'IA. Il y a eu récemment, je crois que c'était GPT-4, il y avait des courbes, on demande aux gens tout le temps ce qu'ils pensent de la performance, et la courbe de performance de GPT-4 diminuait dans l'opinion des gens entre janvier ou entre mars 24 et fin 24. Tout le monde se dit c'est bizarre, c'est pas normal. OpenAI il dit c'est le même modèle les amis, il n'a pas évolué, donc à minima il est pareil, mais il peut pas être moins bien. Et en fait, quand tu creusais, les scientifiques se sont rendus compte que comme on s'habituait à ChatGPT, on était de moins en moins impressionné par ses réponses, et donc on avait l'impression qu'il était moins bon. Parce qu'à l'époque, vous lui disiez fais-moi une recette de cuisine, il sortait une recette de cuisine et on se disait waouh, il est incroyable, il marche trop bien. 6 mois après, sur le même modèle, vous lui disiez pas fais-moi une recette de cuisine, vous lui diriez j'ai X grammes de ça, X milligrammes de ça, regarde la photo, regarde mes ustensiles, fais-moi une recette milligramme par milligramme. Et là, il n'était pas parfait. Donc tu disais ah, il est moins bon qu'avant. Non, il n'est pas moins bon, c'est juste qu'on a appris à l'utiliser et que nous, on est de plus en plus exigeants. Donc je pense qu'il y a ça aussi sur GPT-5 où l'exigence, elle a quand même beaucoup augmenté. Ils l'ont un peu trop teasé en nous disant il va être incroyable, c'est un modèle qui n'a rien à voir. Il se trouve qu'il est meilleur, mais pas énormément. Et donc, je pense qu'il y avait un peu de déception aussi. Mais c'est surtout ça, c'est très biaisé. Hein. En fait, c'est un modèle qui est meilleur objectivement, qui raisonne mieux, qui écrit mieux, qui a moins de biais d'écriture dans ce qu'il fait. Donc, non, c'est un meilleur modèle. Et là aussi, il ne faut pas que les gens se posent trop de questions sur le modèle. Ce n'est pas le modèle qui fait l'IA, c'est votre façon d'utiliser et la qualité du produit. Ça, c'est deux gros facteurs de productivité sur un outil d'IA. Le modèle, aujourd'hui, je pense que 90% des gens, tu leur écris pas GPT-5, tu fais tourner 4O derrière, ou Llama 3, ou Claude 4.1, ils ne savent pas à qui ils parlent. C'est normal, ces modèles sont assez similaires. Donc, voilà. Complètement. J'ai 3 dernières questions pour toi, 2 plus d'ordre business. La première, c'est vous êtes 2 avec ton frère en tant qu'associé. Comment vous répartissez les rôles? Alors, jusqu'à aujourd'hui, lui était très B2C, moi très B2B. Ok. Donc ça a été notre répartition qui change un peu en septembre parce que la partie B2B explose vraiment chez nous. Donc là, on va être tous les deux sur B2B. On se répartit les comptes plutôt. On se répartit les comptes. Moi, il y a 2-3 métiers sur lesquels je suis très fort, donc je garde ces comptes-là. Lui, il est plus immobilier. Pour le coup, les comptes immobiliers, il maîtrise très bien, donc il garde les comptes immobiliers. Donc on se répartit plutôt les comptes. D'ailleurs, chez ce que j'appelle les partenaires de Mister IA, à savoir nos 4 vrais consultants partenaires, plus les 3 associés, parce qu'il y a un troisième qui est rentré, nous 7, on se répartit les comptes, en fait. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui. On se répartit aussi un peu les tâches. Là, on a racheté donc nos 2 anciennes boîtes ont intégré l'entreprise. On les a rachetées. Donc lui, il va gérer ces 2 médias-là en plus. Moi, je gère pas du tout. Moi, je gère un peu plus les parties recrutement. Lui, pas du tout. Finance, on est vraiment tous les deux. Bon, on se répartit un petit peu comme ça. Mais on essaie de ne pas faire les mêmes choses. Il y a peu de sujets sur lesquels on est en commun, ce qui fait que en fait, je lui fais confiance à 100%. Moi, il me fait confiance à 100%. Et ça va super vite. Donc ça c'est bien. Complètement. Et ça répond un peu à l'autre question, c'est au niveau de la répartition, niveau B2C et B2B, où c'est un vrai sujet. Beaucoup d'entreprises disent qu'il faut rester focus et qu'on ne peut pas mener 3 combats à la fois, même 2 combats à la fois. Pour autant, aujourd'hui, c'est ce que vous faites avec d'un côté grands comptes, de l'autre côté des entreprises plus traditionnelles et de l'autre du B2C. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'avoir ces 3 chevals de bataille? Est-ce que c'est parce qu'il y a une opportunité de marché au global? Et pour autant, là, il y a le fait de répondre à une grosse demande liée aux entreprises telles que tu l'évoques avec une recentralisation des ressources autour du B2B, ça peut être intéressant. J'aurais donné le même conseil au départ de dire qu'il ne faut pas se diversifier, c'est pas très bon. Il se trouve que le marché IA est tellement énorme que tu prends un peu moins de risques quand tu te diversifies dans ce secteur-là, ça c'est sûr. Il y a quand même le fait que les deux se parlent beaucoup aussi. En fait, on a énormément de personnes formées en B2C qui derrière nous disent « Ok, maintenant on va former ma boîte ». Donc pour nous, c'est très important. Et à l'inverse, j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent on est 8, on ne peut pas se payer une formation Mister IA. Par contre, tout le monde a du CPF. Donc viens chez nous et on finance. Et chacun finance. Tous ceux qui veulent se former, parce que l'employeur n'a pas le droit de t'obliger à utiliser ton CPF. CPF, c'est perso. Par contre, l'employeur peut très bien dire écoutez, je n'ai pas l'argent pour vous former, désolé. S'il y en a qui veulent vraiment se former, ben moi je demande à Mister IA de vous faire une session, vous vous mettez à 5, ils viennent ici à l'entreprise, on vous fait personnaliser, etc. Et là, ils utilisent leur CPF. Donc le B2C et le B2B se parlent beaucoup chez nous, ce qui fait qu'on garde les deux. On a mis quelqu'un très vite, là, il y a quelqu'un qui est arrivé, Ben, chez nous, qui gère le B2C. Important pour nous aussi. Bon, je ne voulais pas que les 2 fondateurs on soit dispersés trop sur les 2. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est dédié à ça. Et voilà. Le dernier point, je dirais quand même, c'était aussi pour nous une manière de mettre un peu, pas tous nos œufs dans le même panier, dans un écosystème qui est certes énorme, mais on a peu de visibilité encore sur l'IA. C'est toujours pareil. Même si moi, je suis convaincu à 100% de la profondeur de la techno,
on ne sait pas comment le marché va te évoluer dans 5 ans. Hmm. Quand tu fais un SaaS sur une thématique classique, bon, bah, tu as un peu de visibilité, etc. Et là, en effet, tu te dis, est-ce que je fais plutôt B2B, B2C? Nous, c'est très très dur. Donc on s'est dit, mettons un peu des œufs dans plusieurs paniers, grossissons comme ça, essayons de faire un maximum de ponts entre B2B et B2C pour pas, comme tu l'as dit, que ce soit trop dispersé. Et voilà, ça a été ça un peu le choix et ça s'est fait au fur et à mesure. Ça n'a pas été un choix dès le début d'ailleurs. Il y a des opportunités à droite à gauche. Mais là, par exemple, on réfléchit à se rapprocher de boîtes qui font que du B2C en disant peut-être que Mysteria va faire un gros pôle B2B et que derrière, on aura un partenaire qui va faire tout le pôle B2C. On réfléchit quand même à ça. Mais ouais, c'est ça le gros argument derrière. Merci Martin pour tout ce qui a été évoqué dans cet épisode. C'est un vaste sujet, grand sujet l'IA et puis hyper intéressant aussi de voir la croissance rapide des choses. Hâte de suivre la suite. Ouais. Félicitations pour ce que vous avez mis en place Merci. en seulement 2 ans et en répondant à cette vague finalement d'opportunités. J'ai adoré cet épisode et si vous avez aimé cet épisode autant que j'en ai eu de plaisir eh bien, à l'animer, faites-le nous savoir comme à chaque fois en partageant cette vidéo, en mettant un commentaire, en la likant. Et puis si vous étiez sur une plateforme de streaming, votre plateforme de streaming préférée, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou celle-ci. Martin, j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous nos invités. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence pour toi, que ce soit personnellement, professionnellement, que tu n'as pas partagé dans cet épisode ou peut-être jamais dans aucune interview? Ça peut être une simple phrase, une anecdote, quelque chose de positif, moins positif. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Pas facile. Un déclic qui a changé beaucoup de choses. J'ai réfléchi un peu en termes d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a pu me faire sauter le pas. Si, peut-être, j'en ai peut-être eu un. Je suis parti aux États-Unis, au Texas. Je suis parti au Texas, donc moi je viens de Saint-Étienne, je suis pas du tout parisien. Et je trouve que, notamment en dehors de Paris, les Français, on n'arrête pas, tout le monde dit qu'on n'est pas bon. Enfin, non, c'est pas ça. En fait, les profs à l'école, je le caricature plutôt comme ça, je trouve que ça ne donne pas trop d'espoir, tu vois. On te dit que tu auras un petit job et que c'est très bien. On te dit sans arrêt que les patrons, ils sont cons. On te dit sans arrêt. Je trouve que tout est un peu négatif. Et quand tu viens de ce milieu-là, honnêtement, tu n'as pas envie d'entreprendre, tu n'as pas envie de te lancer. On te parle sans arrêt des gens qui ont lancé des boîtes et qui se sont crashés. Et c'est la honte. On parle sans arrêt du gars dans ton lycée qui fait des vidéos et c'est la honte. Ça, je trouve, on est un peu là-dedans. Tu vois. Paris, c'est un peu moins le cas. Mais sinon, en France, c'est un peu morose comme ça. Et le déclic a été quand je suis parti aux US. Je suis allé vivre à Austin pendant 1 an. Et en fait, tu vois l'extrême inverse. Où en fait, tu t'habilles comme tu veux. J'arrive à l'école, tout le monde a créé une boîte. Alors, quand je dis une boîte, c'est des petites pages Instagram de 10 000 personnes, des fois, ou de 5 000 personnes. Des pages de food, tu vois. Mais tout le monde a un projet. En classe, le prof parle, 100% des élèves lèvent la main pour participer. Alors qu'en France, c'est la honte, celui qui participe. Et en fait, tu sens une population qui ne se pose pas de questions, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire des choses, qui n'est pas là à se dire « oui, mais est-ce que c'est vraiment égalitaire si moi je gagne de l'argent alors que mon voisin il en gagne un peu moins ?» Non, tout le monde est tiré vers le haut, tu vois. Et ça m'avait un peu choqué. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, c'est pour ça aussi que j'ai voulu monter une boîte, je pense, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être avec des gens qui ont de l'ambition, j'ai envie d'être avec des gens qui ont envie de changer un peu des choses, qui n'ont pas honte de parler de leur argent, qui ne se posent pas 1000 questions, quoi, qui ont parlé à des clients, qui participent, etc. Donc ça a été un peu un déclic. Et si je devais donner un conseil, je dirais à tout le monde, allez vivre 1 an aux US. Il y a plein de défauts dans ce pays, mais il y a une qualité qu'ils ont, c'est qu'ils se posent moins de questions avant de faire les choses. Et je pense que si on s'était posé un peu moins de questions, qu'on se prenait tous un peu moins au sérieux, on ferait plus de choses. Et ça a été un gros sujet et ça fait le pont un peu avec l'école. J'étais donc à HEC et un jour j'ai entendu quelqu'un, Théo Lyon, qui racontait ça. Quelqu'un lui pose en podcast, c'est quoi le gros avantage d'HEC? Honnêtement, tu vas jamais en cours, tu fais que faire la fête. Donc bon, tu n'as pas d'avantage académique, tu n'apprends pas grand-chose. Désolé pour s'il y a des gens d'HEC qui écoutent, mais on n'apprend rien. Tu rencontres des gens cool, ça c'est sûr. Tout le monde te dit le réseau, oui, mais je ne sais pas si c'est game changer. Par contre, lui il disait, il y a un truc qui est fort, c'est que tu côtoies des gens au quotidien qui ont de l'ambition. Et tu côtoies des profs et une école qui te fait croire, non, qui te fait comprendre que tout est possible. Et sans être bullshit, hein. Ils te disent, ah, tu veux faire une boîte qui vaut 1 milliard? Bah oui, on a des élèves qui l'ont fait, donc ouais, tu peux le faire. Ah, tu veux monter une boîte et avoir des salariés aux US? Ouais, vas-y, on t'aidera, il y a des trucs à faire. Et ça a été un gros déclic aussi. C'est que tu es dans une école, un écosystème où les gens ne se mettent pas de barrière, tu vois. Alors que moi, j'ai des potes, tu vois, il y a des trucs où j'ai des potes qui se disent, ah putain, ce mec, il a une Ferrari, putain, moi, je n'aurais jamais ça. Moi, il n'y a aucun truc dans la vie où je me dis, j'aurais jamais ça ou je ferais jamais ça. Être président, je le ferais peut-être, tu vois. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est possible. Tu te dis que tout est possible. Et ce que les Américains font, ils se disent que tout est possible pour eux.
Ce que une école comme HEC t'apporte beaucoup. Ils te donnent de l'ambition, ils te disent que tout est possible. Et ce qu'on n'inculque pas assez aux jeunes. On leur dit, ah non, mais fais pas trop de bruit, parle pas trop fort. Et ah, tu vois, lui, il a une grande maison. Oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on sera jamais comme ça. Ou, tu vois, lui, il a fait ses études à Paris. Oui, mais toi, t'as pas de chance. Toi, les gens, ils sont beaucoup comme ça en France. Ils parlent beaucoup à leurs gosses et à leurs élèves comme ça. Et voilà, je trouve que ça a été un bon déclic de comprendre qu'en fait, il y a tout qui est possible. Oui, monter une boîte de conseil qui vaut 10 milliards, c'est possible. Ça va être très, 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 très dur. La probabilité de réussir, elle est faible, très, très faible. Mais c'est possible. Donc, faut essayer de trouver la solution, il faut essayer de se battre, rencontrer des gens qui l'ont fait. Mais voilà, ça, c'est un bon déclic. D'aller aux US, même déjà une semaine, déjà 10 jours, et de voir des gens qui ont de l'ambition, ça change beaucoup de choses. Merci Martin. Bon déclic.